La 45e édition du Tour de Vendée, bonjour et bienvenue, nous sommes ici à La Roche-sur-Yon. C'est la dernière manche de la Coupe de France PMU avec beaucoup de duels en perspective. Duel déjà au classement général provisoire de cette Coupe de France. Un point d'écart seulement entre deux coureurs, Samuel Dumoulin et Baptiste Plancart. Duel également au sein du peloton entre Brian Coquard et Nasser Boigny, les deux meilleurs sprinteurs français. Lilian Gégou, vous êtes notre consultant. Cette course s'annonce particulièrement palpitante cet après-midi. Effectivement, on devrait tout droit arriver sur un sprint final groupé avec le peloton, même si on a déjà vu une échappée se développer au long cours, arriver en tête sur le circuit. Donc c'est vrai qu'on risque d'avoir beaucoup de suspense aujourd'hui à l'arrivée. Le départ fictif a été donné en fin de matinée depuis Fontenay-le-Comte, direction donc La Roche-sur-Yon. 203 km à parcourir sur les routes vendéennes. Retour au direct, justement, nous sommes donc sur les routes vendéennes pour cette 45e édition. Pleine de suspense du Tour de Vendée, gros plan tout de suite sur la tête de course avec trois coureurs et un visage bien connu des supporters bretons. Il s'agit de l'un des trois échappés, Lee Gesberg, le coureur de Fortunéo Vital Concept. À ses côtés, et vous le découvrez, il s'agit du lituanien Elvadas Sikevicius, le coureur de Delco Marseille Provence, et un troisième coureur échappé. Il s'agit de Fabien Doubet de la FDJ. Ils sont partis de Fontenay-le-Comte dès les premiers coups de pédale et vous le voyez à 63 km de l'arrivée, ce trio possède 1 minute 39 d'avance sur le peloton, emmené par les coureurs qui jouent à domicile aujourd'hui de Direct Energy. Vous voyez également les coureurs de Cofidis et puis de l'équipe Wallonie-Bruxelles Group Project. Ces trois équipes qui ont des objectifs, Lilian, bien distincts. Pour Cofidis et pour Direct Energy, c'est la victoire d'étape, on vous le disait, avec Brian Coquard et Nasser Boigny, les deux meilleurs sprinteurs français qui font partie d'ailleurs du gratin des sprinteurs mondiaux, quasiment dans le top 10 mondial. Et pour la formation belge de Wallonie, eh bien c'est la victoire au général, évidemment, avec Baptiste Plancart qui est à un point de Samuel Dumoulin, le leader actuel de la Coupe de France. C'est la dernière manche cet après-midi de la Coupe de France, la 16e épreuve. Dernière manche ici en terre vendéenne. Oui, effectivement, c'est vrai que les coureurs de Wallonie-Bruxelles ont Baptiste Plancart dans leur équipe qui peut lui aussi espérer gagner à La Roche-sur-Yon aujourd'hui. Mais avant tout, ils vont essayer de piquer le leadership à Samuel Dumoulin. Comme vous l'avez dit, un point seulement les sépare. Avec plus de 300 points, plus de 16, enfin là on est sur la 16e manche. Au classement, là on voit effectivement... Oui, vous découvrez là le classement général par équipe. C'est également très serré du côté des équipes. Vous le voyez avec l'Armée de Terre qui possède juste 2 petits points d'avance sur la formation de Aubervilliers. Pour faire simple, pour le classement par équipe, c'est l'addition de points pour les 3 meilleurs équipiers à l'issue de cette dernière épreuve. Et on connaîtra donc le vainqueur par équipe de cette Coupe de France PMU 2016. Oui, c'est vrai que cette Coupe de France PMU donc, qui réunit justement 16 courses en France. Donc là on est sur la 16e, c'est la finale. La Coupe de France PMU qui distingue 3 classements. Le classement général qui aujourd'hui est mené par Samuel Dumoulin, on l'a dit, devant Baptiste Plancart pour un point, où tout est possible. On a aussi le classement des jeunes. Avec Clément Venturini qui est en tête aujourd'hui. Qui est en tête mais qui n'est pas au départ. Donc on a 2 coureurs qui le précèdent qui peuvent aussi espérer remporter la Coupe de France des jeunes aujourd'hui. On l'a, et donc là on voit en tête le classement général individuel.
Alors avec le classement provisoire, vous le voyez là, de Samuel Dumoulin qui possède 1 point d'avance sur Baptiste Plancart. Pour faire simple et pour résumer, on donne des points jusqu'à la 15e place à l'issue de cette dernière épreuve de la Coupe de France. Donc si Baptiste Plancart remporte ou devance Samuel Dumoulin parmi les 15 premiers, c'est lui qui sera le successeur de Nasser Bouhanni au palmarès de la Coupe de France. Samuel Dumoulin, lui, vise une 3e victoire, ce qui serait assez exceptionnel. Un record évidemment après ses succès en 2012 et 2013. Vous voyez donc les 3 coureurs actuellement en tête. Nous sommes dans la commune de Chantenay actuellement. 3 coureurs en tête avec Fabien Doubet et Elie Gesberg qui est l'ex-champion de France sur route junior. C'était en 2013. Profil de rouleur également pour Elvadas Sikesevicius, le lituanien. Et puis vous avez Fabien Doubet, le coureur né dans l'Ain, qui est le stagiaire de la FDJ et qui est un spécialiste du cyclocross. Ouais, voilà, 3 coureurs totalement différents, puisque c'est vrai que Fabien Doubet, même si l'anglais il est stagiaire, c'est-à-dire qu'il fait quelques piges pour la Française des Jeux, il court habituellement sous l'équipe amateur Etup. Et donc là il prépare la saison hivernale, même si on le verra l'année prochaine passer professionnel dans l'équipe Wanty Groupe Goubert, une équipe belge. Là il fait donc ces derniers quelques petites courses pour lui pour s'acclimater avec le milieu pro sous le maillot de la Française des Jeux, et bien lui en a pris comme meilleur apprentissage de passer à l'attaque et se retrouver en tête du Tour de Vendée. Et ça revient déjà à 60 km de l'arrivée de cette 45e édition du Tour de Vendée. Une 15 d'écart entre le trio tête et le peloton, et toujours évidemment la formation de Brian Coquard et de Nasser Bouhanni, Direct Énergie et Cofidis aux avant-postes. Voilà, là on voit bien que le peloton commence un petit peu à s'énerver, tout simplement parce qu'on va arriver dans la côte du Futeau, le côte du Futeau qui est bien connu on a eu plusieurs fois un circuit un circuit des championnats de France l'empruntant, et là on voit que le peloton est beaucoup plus compact. On voit que l'équipe AG2R La Mondiale à gauche essaie de remonter son leader Samuel Dumoulin pour éviter de se faire plégier si jamais il y avait une équipe qui montait force et de bosse. Les conditions sur les routes vendéennes sont excellentes avec du soleil et très peu de vent, et on le voit aux avant-postes là, le premier coureur à être lâché. Il s'agit donc du lituanien Elvadas Sikesevicius, le coureur de Delco Marseille-Provence. On a pris un petit peu d'avance avec Fabien Doubet et Elie Gesberg. Voilà, des coureurs qui sont échappés depuis 150 km déjà, il en reste 60 km. Et c'est vrai que le coureur lituanien, par son gabarit, c'est vrai qu'on voit bien la corpulence, il a un gabarit beaucoup plus lourd. Et les 2 coureurs devant lui, sans vraiment accélérer le distance petit à petit. Et nous rentrons d'ailleurs dans la portion un petit peu difficile de ce Tour de Vendée. C'est plat, et puis par moment, vous avez quelques difficultés avec des petites bosses à 55, entre le 55 et le 38e kilomètre de l'arrivée. Il va y avoir une multiplication comme cela, vous allez le voir, de petites bosses qui peuvent faire d'ailleurs des dégâts avant de plonger sur La Roche-sur-Yon. Il y aura 3 tours de circuit avec un faux plat, 3 tours de 3 km 9 à effectuer. Voilà, un circuit sous forme de critérium avec beaucoup de relances, et d'où l'intérêt de toujours être bien placé. Et c'est vrai que les sprinters sont plutôt avantagés sur ce genre de circuit. Mais là on voit que les coureurs de tête, eux, ont décidé d'accélérer. L'écart est descendu sous les 49 secondes, alors que le peloton n'a juste accéléré pour replacer ses principaux leaders. Et là, même vous voyez pourtant Elie Gesberg en ayant une position aéro, une position de contre-la-montre. Rappelons aussi qu'il avait été champion de France chrono la même année que son champion de France route. C'était en 2013. En 2013, donc il y a 3 ans. C'est un jeune coureur qui vient de passer pro au mois de juillet de cette année. 21 ans, le Briochin, il est né à Saint-Brieuc, Elie Gesberg, et c'est un beau coureur, un beau coureur d'avenir. Oui, c'est un beau coureur d'avenir. Il avait lui aussi, comme Fabien Doubet, fait quelques piges en tant que stagiaire au sein de l'équipe de la Française des Jeux. Et aujourd'hui, on le retrouve sous le maillot de l'équipe Fortuneo Vital Concept. Le peloton est à 44 secondes, ça revient déjà sur les 2 coureurs de tête. On vous le disait tout à l'heure avec, pour l'instant, le peloton emmené par l'équipe Cofidis. Vous voyez également les coureurs et les coéquipiers de Samuel Dumoulin, le leader de cette Coupe de France 2016. Voilà, on voit bien les équipes, l'équipe à droite, l'équipe Direct Énergie protéger son leader Brian Coquard.
Et on voit bien les formations se regrouper justement pour protéger et replacer au mieux leur leader pour arriver en tête dans la bosse du Futo. Bosse du Futo justement avec des pourcentages assez importants à 13%. Et derrière nous enchaînerons sur une autre bosse, la côte de Pouzère, à 4 km à suivre. Donc c'est vrai que cet enchaînement de difficultés peut donner des idées à certains, surtout que l'avance des coureurs de tête n'est plus de 50 secondes et surtout ils sont passés de 3 à 2. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité que des équipes qui n'ont pas forcément de sprinters ou qui ont des sprinters mais pas forcément capables de gagner aujourd'hui relance derrière pour reformer une échappée plus importante. Le Tour de Vendée 45e édition, c'est la dernière manche de la Coupe de France au général provisoire. Un point d'avance donc pour Samuel Dumoulin, le Lyonnais, 36 ans, qui vient de prolonger d'ailleurs de 2 ans avec l'équipe AG2R. Il a remporté 4 manches cette année, la Route Orangelle, Plumelec, les Boucles de l'Aune et le Tour du Doubs. Il vise une 3e Coupe de France à son palmarès. Ce serait un record évidemment. Écoutez Samuel Dumoulin. Pas moi, c'est écarté là, enlever les noirs, je sais pas moi, c'est moi qui caméra. Forcément battu par l'un de nous deux et bon, bah, pour moi c'est l'opportunité de pouvoir rentrer dans l'histoire du cyclisme. Grande classique où Samuel Dumoulin qui nous disait que c'était une opportunité incroyable pour lui de marquer l'histoire du cyclisme avec une 3e victoire dans cette Coupe de France après avoir remporté en 2012 et 2013 cette Coupe de France PMU. Il possède un point d'avance sur Baptiste Plancart. Petit indice, ainsi cette 45e édition Lilian du Tour de Vendée arrivée au sprint. Baptiste Plancart a battu Samuel Dumoulin lors de la Poly-Normande au sprint. C'était sur un parcours et une arrivée quasi similaire. Oui, c'est vrai, mais on a vu aussi Samuel Dumoulin, Bast, Patrice Plancart sur d'autres épreuves. Donc je pense que c'est des coureurs qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Pas des purs sprinters, mais par contre des punchers qui sont capables de gagner sur des arrivées un peu plus difficiles. Et aujourd'hui même, on est à La Roche-sur-Yon. L'arrivée n'est pas toute plate puisqu'on est sur un fond plat montant de plus 500 mètres, excusez-moi. Et on voit bien que une attaque de Elie Gesbert et ça coince du côté de Fabien Doubet. C'est pas mal tenté de la part du coureur briochien. On le voit là sur cette attaque dans la bosse face au coureur de la FDJ, Fabien Doubet, le coureur de l'Ain, le spécialiste du cyclocross qui s'est laissé piéger là. Ouais, c'est vrai que laissé piéger, je pense qu'il avait tout simplement pas les jambes. On a bien vu et je pense qu'il a bien vu l'échappée qui était avec lui, Elie Gisbert attaqué, mais sauf que derrière il a pas pu réagir. Et là je vous dis, on est dans la bosse du Futo. Du Futo, c'est des pourcentages de plus de 10%. Donc c'est vrai que quand vous êtes échappé depuis 150 km, c'est extrêmement dur de pouvoir suivre ce genre d'attaque. Nous sommes dans la partie difficile, Lilian, de ce Tour de Vendée 45e édition avec des successions de petites bosses. Et le peloton qui arrive justement au pied de cette bosse, et on va voir si des coureurs ont décidé d'attaquer et de semer un peu la zizanie dans ce peloton ou tout simplement on restait sur un peloton groupé. Dommage on resterait sur un stéréotype, c'est-à-dire qu'un coureur devant, le peloton groupé. Malheureusement pour le coureur devant, ça va être compliqué d'arriver pour la gagne. Oui, on a sorti la grosse armada du côté de Cofidis, évidemment avec Nasser Bouhanni. Vous avez également le vainqueur au sprint de l'année dernière, Christophe Laporte, qui avait permis d'ailleurs en remportant ce Tour de Vendée, qui avait permis à Nasser Bouhanni de s'imposer au classement général. C'est le tenant du titre, Nasser Bouhanni, au général. Grosse équipe du côté de Cofidis, grosse équipe également du côté de Direct Énergie avec Brian Cocard, avec Thomas Vauclair. On aura l'occasion de l'évoquer. Et un homme en tête pour l'instant, c'est le briochin Elie Gesbert de l'équipe Fortunéo Vital Concept. Voilà, Elie Gesbert qui est parti pour un long périple de plus de 50 km en solo. On a bien vu derrière l'équipe Cofidis verrouiller totalement l'attaque en prenant toute la place, de telle sorte que personne puisse attaquer. Et on a notamment vu Nasser Bouhanni
même se mettre aux avant-postes comme si il était interdit d'attaquer. Nasser qui avait été malheureux l'année dernière puisqu'il était tombé dans le final sur La Roche-sur-Yon. Et oui, c'était son poisson pilote Christophe Laporte qui l'avait emporté. Mais c'était pas l'objectif. Mais comme aujourd'hui, je pense que voilà, ils sont venus, toute l'équipe Cofidis, c'est corps et âme dévouée à son sprinter Nasser Bouhanni. Et donc il devrait justement rester groupé au maximum comme on le voit là à l'avant du peloton pour pouvoir reprendre l'homme parti en solitaire à ainsi insister un sprint massif. On vous le disait, donc un petit point d'avance pour Samuel Dumoulin sur Baptiste Plancart, le Belge, 28 ans, qui réalise cette saison sa meilleure saison de sa carrière. Il a remporté le Tour du Finistère, les Bretons le connaissent bien. Il a remporté également la Polynormande. Il a terminé lors de la 15e manche de la Coupe de France, 3e du Grand Prix d'Isberg. C'était le 15e et avant-dernier rendez-vous qui avait été remporté d'ailleurs par le grand espoir norvégien Christopher Halvorsen. On écoute tout de suite Baptiste Plancart qui nous livre sur son sentiment sur cette dernière manche de la Coupe de France PMU. Je suis encore plus fort que l'année passée et j'ai une bonne équipe qui roule bien pour moi, qui a beaucoup de confiance. Et avec ça, j'ai confiance en moi-même aussi et je pense qu'il y a des petits détails qui font la différence. Je suis toujours motivé en septembre et octobre, mais maintenant avec ça, je suis encore plus motivé parce qu'aujourd'hui, il y a encore une course en Belgique qui passe devant ma maison. Et je suis ici pour vraiment pour essayer de gagner la Coupe de France et même, pourquoi pas même la course Tour de Vendée. Voilà, il a le sourire Baptiste Plancart et on peut le comprendre, c'est sa meilleure saison. Il a signé, il va quitter la formation de Wallonie-Bruxelles pour rejoindre une équipe du World Tour, Katusha. Il va donc découvrir les grandes courses la saison prochaine à 28 ans, mieux vaut tard que jamais. Oui, et puis c'est vrai qu'avec la saison qu'il a réalisée, ça aurait été dommage de rester dans cette équipe. Et justement, ça lui permet de voir le niveau supérieur et justement, pourquoi pas prendre encore plus confiance. 54 km encore à parcourir dans cette 45e édition du Tour de Vendée. 55 secondes d'avance pour Elie Gesberg, le Briochin, le coureur de Fortuneo Vital Concept. Le peloton est un peu plus loin. Et on voit qu'à l'arrière, l'équipe Director Énergie emmenée par Thomas Voeckler a accéléré le rythme. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons après avoir une autre bosse dans ce final et je peux vous dire que là les coureurs qui à la vitesse où ils roulent, ils vont pas faire 50 km comme ça et à mon avis ils ont dû préparer une attaque à suivre. Allons voir, alors qu'on peut apercevoir à l'image le coureur Elie Gesberg qui est à 200 mètres devant. Je pense qu'on va assister à un regroupement général et dans la prochaine côte, je vous dis la côte de Pouzère, à mon avis on risque d'avoir une attaque d'un des leaders de l'équipe Direct Energy, pourquoi pas Brian Coquard. Et vous le voyez, vous l'annonciez, Lydie, il y a quelques instants, Thomas Voeckler, c'est le futur retraité. Il a annoncé sa retraite le 23 juillet prochain sur les Champs-Élysées à l'issue de son dernier Tour de France. C'est cet après-midi sur les routes de Vendée, son dernier Tour de Vendée, une course qu'il connaît bien. Il a failli la remporter à de multiples reprises, aussi bien sous les couleurs, ça date, ça commence à dater de Bonjour dans les années 2000. D'ailleurs, le dernier succès de l'équipe vendéenne, c'était en 2002 avec Franck Bouillet sous les couleurs donc de Bonjour. Et écoutez ce que nous dit Thomas Voeckler sur ce Tour de Vendée qu'il connaît bien. Il résume bien justement le parcours si compliqué des 203 km entre Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. Les gens qui ne connaissent pas le Tour de Vendée ou la Vendée en général, on peut croire, on voit la course, elle arrive au sprint, mais je vous garantis que quand on arrive au sprint au Tour de Vendée, c'est qu'on est tous râpés. On fait toutes les petites routes, on prend tous les petits chemins, c'est des relances toute la journée. Il y a presque 2000 mètres de dénivelé pour les connaisseurs. Il y a 210 km, 205 réels plus 5 de fictifs avant. Donc oui, on est en fin de saison. Il y a des coureurs qui ont peut-être un peu moins envie. C'est pas notre cas chez Direct Energy parce qu'on est à domicile, mais il y a aussi des coureurs dans des effectifs qui ont plus la tête aux vacances. Donc c'est d'autres qui sont en recherche de contrat, donc qui sont surmotivés. C'est une alchimie, c'est vraiment difficile à cerner comme course. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est une alchimie, comme nous le disait Thomas. Ouais, comme il disait, c'est vrai que c'est des courses qui sont difficiles à contrôler. Donc là, comme ils le font actuellement, mieux vaut prendre tout de suite d'entrée de jeu la main sur ce genre de course. Ou comme il l'a dit, c'est vrai que beaucoup de coureurs seront en fin de saison, en fin de saison ce soir, seront donc en vacances.
Et ils ont peut-être déjà un peu la tête dans leur valise. Et puis d'autres coureurs n'ont tout simplement pas de contrat l'année prochaine, donc ont envie de marquer le coup pour se faire remarquer et éventuellement avoir un contrat dans une équipe pour 2017. Le peloton emmené par donc les coureurs de Direct Energy qui évoluent à domicile, on vous le rappelle, à 1 minute 10, ça va un petit peu mieux pour Eli Gesberg, le Briochin qui est seul en tête pour l'instant. Un peloton donc qui pour l'instant contrôle tout de même le coureur Briochin. La course du Tour de Vendée d'ailleurs qui n'a pas échappé aux Français depuis l'édition 2012. Le dernier succès d'un coureur étranger ici à La Roche-sur-Yon, c'était le néerlandais Wesley Kreder en 2012, donc on vous le disait. Et vous découvrez Eli Gesberg, le coureur de Fortunéo Vital Concept, qui semble en cette fin de saison avoir entre guillemets avoir les crocs. C'est vrai que vu l'allure à laquelle derrière le peloton roule, je peux vous dire que pour reprendre du temps sur une équipe entière qui mène un tempo, c'est pas facile. Et donc Eli Gesberg a même avec 150 km d'échappée a encore des ressources. Et on voit bien que le peloton, vous voyez, sur des toutes petites routes, vous avez intérêt à être placé. Et là, on va aborder la descente pour remonter derrière la côte de Couzères, comme je vous le disais tout à l'heure. Et allons assister, est-ce qu'on va assister à une offensive de quelques coureurs de Direct Energy? Moi, à mon avis, si les coureurs roulent aussi fort, c'est que normalement, ils ont dû préparer quelque chose derrière. Et ça augure véritablement d'un final extraordinaire ici sur La Roche-sur-Yon, avec, on vous rappelle les enjeux, Cofidis. Vous avez vu l'équipe Cofidis aux avant-postes avec Direct Energy. Il y a la victoire ici à La Roche-sur-Yon pour Nasser Boigny ou Brian Cocard. Vous avez également le général donc avec Samuel Dumoulin et Baptiste Plancart. Il y a aussi des enjeux au classement général par équipe. Donc c'est l'indécision la plus totale pour cette dernière manche de la Coupe de France avec le Briochin Eli Gesberg en tête pour le moment. Et là on voit des routes extrêmement sinueuses, extrêmement petites et l'équipe Direct Energy qui mène derrière, elle qui est à domicile, a reconnu l'intégralité de ce parcours jeudi avec plus de 6 heures de vélo. Et je pense que s'ils ont reconnu la course, c'est qu'ils savent exactement où est-ce qu'ils vont fort frapper. Et à mon avis, on va assister justement à cette attaque préparée dans l'équipe. Et nous allons bientôt rentrer dans la commune de Saint-Hilaire-le-Vouhis, dans ce département de la Vendée qui est un département évidemment de vélo. 3000 licenciés, il y a 50 clubs et 360 épreuves de vélo ici en Vendée tout au long de l'année. Et une superbe organisation évidemment autour de ce Tour de Vendée avec les 1000 bénévoles. Et c'est vrai qu'en Vendée, il y a beaucoup de courses amateurs mais aussi quelques courses professionnelles. À noter justement la dernière course du calendrier européen, le chrono des nations aux herbiers qui aura lieu le 23 octobre. À 1 kilomètre du sommet, si l'on peut dire, pour Eli Gesberg qui réalise pour l'instant un très beau numéro, 53 secondes d'avance pour le Briochin sur le peloton. Et c'est une 45e édition du Tour de Vendée qui marque également le départ en retraite de deux coureurs. On vous a parlé tout à l'heure de Thomas Voeckler, ce sera à l'issue du Tour de France. Il y a deux coureurs qui avaient un petit pincement au cœur ce matin au départ de Fontenay-le-Comte. Le premier, c'est Sébastien Chavanel qui arrête cet après-midi à l'issue de cette course. Il a débuté d'ailleurs en 2002 avec l'équipe de Vendée U. 14 ans après, donc il s'apprête à vivre sa dernière course. On l'écoute, on l'a rencontré à son hôtel hier soir, Sébastien Chavanel. Je suis quelqu'un qui regarde jamais derrière. La chose que je vais faire lundi quand je vais rentrer chez moi, ça sera faire un carton et mettre tout ça dans un carton et puis tout simplement se projeter sur une nouvelle vie avec d'autres émotions, parce que c'est vrai que quand on fait du sport de haut niveau, il y a beaucoup d'émotions positives, négatives qui rentrent en jeu. Donc c'est important de savoir tourner la page, de se projeter vers des choses positives. Dernière course de Sébastien Chavanel, on a débouché, il nous l'a d'ailleurs confié hier soir, quelques bouteilles de champagne hier soir à l'hôtel. Il va se diriger d'ailleurs bientôt vers le coaching ou un poste de directeur sportif. Il y aura un autre jeune retraité, on aura l'occasion de l'évoquer dans quelques instants, c'est un coureur breton, c'est Jean-Marc Bidot également qui dispute cet après-midi sur les routes de Vendée sa dernière course. Et l'équipe de Direct Energy justement qui est toujours à l'attaque, on voit bien la forme du peloton, que ça roule extrêmement vite, un photo en file indienne.
Et donc là à l'avant c'est Julien Maurice qui mène de train. Et pour revenir sur le coureur échappé devant qui a perdu une vingtaine de secondes sur cette ascension. Et là on voit, regardez, il y a même commence à avoir des cassures à l'arrière du peloton. Est-ce que l'équipe Direct Energy justement n'a pas décidé de rouler fort pour éliminer les sprinteurs qui sont au sein de ce peloton et favoriser son sprinter Brian Cocard? Élie Gesbert en tête donc avec le dossard numéro 13 sur les routes de la Vendée à 50 km maintenant de l'arrivée sur une portion difficile. Il y aura encore quelques petites bosses jusqu'à une trentaine de kilomètres de l'arrivée de ce Tour de Vendée avant de plonger sur La Roche-sur-Yon. Une épreuve du Tour de Vendée qui est donc la dernière manche de la Coupe de France avec beaucoup de suspense à tous les étages sur cette épreuve. Et puis nous sommes en fin de saison et comme le disait et le reconnaissait tout à l'heure Thomas Vauclair, des volontés pour certains coureurs d'aller chercher des contrats. Ouais, c'est ça, c'est vrai que de beaucoup de coureurs, donc on a reparlé des coureurs qui étaient en retraité en fin de saison, et puis aussi des coureurs justement qui n'ont pas de contrat pour l'année 2007 et qui vont essayer justement de donner tout ce qu'ils ont pour pouvoir décrocher un contrat pour l'année prochaine. Alors que l'on voit qu'à l'avant du peloton, ça bouge. Des équipes qui ne sont pas représentées, on aperçoit l'équipe La Pomme Marseille, il me semble, et l'équipe de la Française des Jeux, qui n'ont pas forcément de sprinters sur ces courses, sur le Tour de Vendée aujourd'hui, ont décidé de bouger et de recréer une échappée. Avec, on le voit et on le découvre sur ces images, 3 coureurs qui semblent avoir quitté le peloton. Ils ont pris quelques mètres d'avance sur le peloton. Il y a un coureur d'ailleurs, et vous l'aviez un petit peu annoncé, est prévu Lilian, un coureur de Direct Energy. Voilà, c'est ça, 3 coureurs à l'avant. Est-ce que donc un coureur de la Française des Jeux, un coureur de La Pomme Marseille et un coureur de Direct Energy. Et on voit qu'il me semble qu'à l'arrière, c'est l'équipe Cofidis qui a repris la main. Oui, l'équipe Cofidis qui a tout intérêt à revenir ou tout du moins maintenir à distance ces 3 coureurs qui tentent de rejoindre le coureur échappé pour l'instant. Élie Gesberg, nous sommes à 50 km, un petit peu moins maintenant, de l'arrivée de ce Tour de Vendée 2016. Et je pense que Élie Gesberg va peut-être pouvoir bénéficier d'un petit peu de soutien là dans quelques minutes. C'est vrai qu'il doit s'en douter. Quand vous avez la voiture du dépannage neutre qui vous double, normalement, là, même si elle on vous donne 40 secondes, ça veut dire qu'il y a moins de 30 secondes avec le groupe qui est derrière, donc on sait forcément que ça rentre, des coureurs vont venir l'aider ou enfin du moins recomposer une nouvelle échappée avec, donc on a vu Olivier Legac, là c'est en Thomas Vauclair et un autre coureur dont on n'a pas encore le numéro de SAR. Il s'agit de Quentin Paché, qu'on a beaucoup vu la saison dernière, notamment au sein de l'armée de terre et sur les routes du Trobreau-Léon, qui est l'une des épreuves de la Coupe de France 2016. 3 coureurs avec quelques secondes, vraiment quelques secondes d'avance sur le peloton. Sur le peloton emmené par l'équipe Cofidis, et on voit que derrière ça roule très fort, le peloton file indienne. On ne ménage pas ses peines pour rester groupé et garder qu'un seul homme à l'avant. C'est vrai que Cofidis a tout intérêt à ne pas laisser échapper un coureur de l'équipe Direct Energy, tout simplement. C'est parce que si jamais derrière il faut rouler, quand vous avez un coureur devant, vous ne le faites pas. Donc moins il y aura de coureurs, moins il y aura d'équipes représentées à l'avant, et plus il y aura de personnes pour pouvoir aider, plus il y aura d'équipes pour pouvoir aider l'équipe Direct Energy pour un sprint massif. Quel est le but là, Lilian, d'avoir mis aux avant-postes Thomas depuis quelques minutes? C'est vrai que Thomas et ça bouge la tête du peloton. Ça bouge encore. Et c'est vrai que Thomas, c'est pas un pur sprinter. Maintenant, à son âge, il a de plus en plus de difficultés à frotter. Donc lui, justement, il va essayer de se retrouver à l'avant pour ménager ses coureurs à l'arrière, pour protéger au maximum et leur coéquipier Brian Cocard. Enfin, leur sprinter. Et on voit que ça temporise à l'arrière. Ah oui, ça s'anime, et ça s'anime également sur la ligne d'arrivée ici à La Roche-sur-Yon. Il y a la caravane publicitaire et Jean-Marc Seigné de France 3 Bretagne nous accompagne également cet après-midi. Et Jean-Marc est avec le club de supporters d'ailleurs d'un coureur de Direct Energy, c'est Fabien Grelier. C'est un néo-pro qui est né ici même à La Roche-sur-Yon. Donc Jean-Marc, vous allez pouvoir nous retrouver le fan club du jeune néo-pro de Direct Energy. Vous avez tout dit, effectivement, vous le savez, en Vendée, c'est une terre de cyclisme. Il y a énormément de supporters de la Petite Reine.
Et aujourd'hui, je peux vous dire que le fan club de Fabien Grolier, je peux dire que derrière moi il y a de l'ambiance, attention, à la caravane qui passe, ça fait du bruit. klaxonne. Le fan club de Fabien Grolier a mis les petits plats dans les grands. Il y a des maillots orange tout au long du circuit. Et je suis avec Anne, qui n'est autre que la grand-mère de Fabien. Alors c'est important aujourd'hui d'être mobilisé. Ah bah oui, tous les alentours sont mobilisés pour Fabien Grolier. C'est sa première année où il est à Direct Énergie. C'est mon petit-fils, ils sont géniaux. Hein. Direct Énergie, il a fait Vendée U, Direct Énergie. Un enfant qui a démarré à faire du vélo à 14 ans. Donc les jeunes, n'ayez pas peur. Foncez si vous voulez faire du sport, même si vous avez 14 ans. Hein. Moi, je vous assure. Ils ont du dynamisme. Hein. Et des maillots orange, il y en a tout au long du circuit. Ils se sont disposés. Vous avez fait comment? Vous avez disposé des supporters un peu partout? Un petit peu partout. Il y en a un petit peu partout. Voilà, c'est normal. Hein. Quand on vous le dit, la Vendée, c'est vraiment aussi la terre du vélo. Ah, c'est vrai qu'en Vendée, vous avez énormément de faveurs. Vous avez une pépinière. Et puis c'est vrai que l'équipe Direct Énergie a la chance d'avoir un bon groupe une bonne équipe amateur, une bonne équipe réserve en Vendée U. Ouais, l'équipe de Jean-René Berdodo qu'on voit aux avant-postes là, Lilian, avec maintenant 10 secondes d'écart. Hein. Ça va être compliqué évidemment pour Ellie Gesberg. On a bien compris également le message de la grand-mère de Fabien Grolier. Voilà, faire du sport c'est important. Vous qui en faites d'ailleurs régulièrement, Lilian, un petit clin d'œil, hein, parce que je sais que vous allez bientôt prendre l'avion la semaine prochaine pour aller à Hawaï, faire l'Ironman de Hawaï. C'est quasiment le championnat du monde des triathlètes. Bravo déjà, rien que pour le fait d'y participer. Voilà, on revient à la course tout de suite à 46 km d'arrivée maintenant de ce Tour de Vendée 2016. Jolie carte postale là, déployée par les équipes de Anthony Forestier, notre réalisateur, avec voilà, il s'est retourné Elie Gesberg. Je pense qu'il a compris, la jonction va se faire dans quelques instants. Voilà, comme dirait par le Radio Tour, échappée terminée, au peloton groupé. Maintenant, tout est à refaire. C'est vrai que ça va être difficile pour les équipes de sprinteurs de contrôler toutes les échappées pendant les 40 derniers kilomètres. Ils ont tout intérêt à relaisser partir un groupe. Mais un groupe, c'est-à-dire pas grand monde, parce que sinon ça va être compliqué de contrôler également. Donc là on voit que l'équipe Direct Énergie, hein, toujours aux avant-postes avec Thomas Voeckler, et qui mène le train tambour battant pour essayer de dégrainer un peu ce peloton qui leur semble sans doute trop important. Ah, il nous disait Thomas Voeckler, il n'a plus ses jambes de 20 ans évidemment, mais il est en forme, il n'a jamais été récompensé sur les routes de Vendée. C'est dommage pour lui puisque c'est l'enfant du pays évidemment, et on sait jamais l'équipe Direct Énergie a une double carte, hein, évidemment, avec le sprinter Brian Coquard et puis Thomas Voeckler forcément. Et on voit que ça peut marcher, hein, une petite cassure déjà dans le peloton avec une quinzaine d'hommes à l'avant. Si jamais le trou, vous ne le bouchez pas tout de suite, ça va être compliqué de revenir sur un groupe aussi important. Mais on voit que l'équipe de Cofidis se veille. Mais vous voyez bien, tous ces petits trous qu'il faut boucher, c'est des forces en moins après pour contrôler le peloton ou tout simplement amener votre sprinter dans les meilleures conditions. Et le travail de sap que tu es en train de réaliser, l'équipe Direct Énergie et notamment Thomas Voeckler, commence à porter ses fruits. Ouais, et des stratégies différentes évidemment pour les différentes équipes. Cofidis et Direct Énergie, c'est la victoire cet après-midi lors de cette 16e et dernière manche. Le général, c'est pour AG2R. Pour l'instant, le scénario est parfait, hein, pour l'équipe AG2R. Samuel Dumoulin bien calé dans le peloton. C'est vrai que Samuel Dumoulin, avec un point d'avance, il en aurait 1 ou 10, ça n'aurait pas changé grand-chose. Il faudra toujours qui contrôle le deuxième du classement général, Baptiste Plancard. Donc c'est vrai que tant que, en sachant qu'on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, seuls les 15 premiers marquent des points, et si jamais il y avait un groupe de 15 devant sans Baptiste Plancard, ça serait tout bon pour Samuel Dumoulin. Donc l'équipe de AG2R La Mondiale a juste aujourd'hui besoin de regarder la course et éventuellement donner quelques efforts si jamais le leader de l'équipe Paul-Élie Bruxelles s'en allait sans Samuel Dumoulin dans sa roue. On vous le disait, 2 retraités à l'issue de cette course. On a évoqué Sébastien Chabanel il y a quelques minutes. Le deuxième retraité, c'est une figure bien connue aussi du cyclisme breton. Tous les Bretons qui sont derrière, devant leur télé, le connaissent bien. Jean-Marc Bidot, le coureur de Fortunéo, club de fin sur 10 années chez les professionnels, avec un petit pincement au cœur comme il nous l'a confié. Il avait chuté assez gravement l'année dernière au Tour d'Émilie en fin de saison en Italie, d'où
double fracture du bassin. Il nous donne les raisons, hein, les raisons de ce départ en retraite à l'issue de cette course, Jean-Marc Bidot. Quand j'étais sur mon lit d'hôpital, vous pouvez demander à Roger Tréhin, mon directeur sportif du moment, je souffrais le martyre et c'était horrible la douleur et je voulais arrêter le vélo. Après on se dit qu'on a quand même un contrat à honorer et puis je me suis dit que j'ai surmonté d'autres épreuves, donc pourquoi pas celle-ci. Mais non, ça a été difficile et puis mais par contre c'est pas rien d'appeler son manager pour lui dire qu'on arrête sa carrière. Forcément au moment de l'appeler, j'avoue ça m'a travaillé un petit peu mais sans regret. Pas de regret pour Jean-Marc Bidot qui arrête à 32 ans sa carrière, le coureur originaire de Quimperlé qui va passer un bilan de compétences assez rapidement et on n'a pas d'inquiétude pour lui, il va vite se reconvertir. Ouais, c'est vrai que c'est un coureur avec lequel j'ai couru et j'ai échangé quelques SMS ce matin avant le départ pour l'encourager, pour lui dire de profiter de ces derniers moments de coureur cycliste. Et c'est vrai qu'il a justement il a su rebondir après cette chute survenue l'année dernière. C'est toujours bien de finir votre carrière sur un vélo et non pas sur un lit d'hôpital. C'est difficile de prendre la décision, vous l'avez pris en peu de temps. Ouais, c'est vrai ce qu'il dit, moi je le ressens totalement. C'est vrai, quand c'est un choix personnel. C'est jamais vous quittez un statut et tous ces moments-là, le dernier massage, le dernier ravito, le dernier dossard que vous accrochez, c'est des moments qu'il faut profiter pleinement. Et ce que je lui disais, c'est profite de tes derniers kilomètres, parce que moi mes derniers kilomètres j'étais plus coureur cycliste. Je les ai vraiment vécus pour moi et je pense que c'est ce qui va se passer pour lui aujourd'hui. Ouais, c'est toujours des moments un peu particuliers. On l'avait vécu d'ailleurs sur l'antenne de France 3 Ouest avec Pierrick Fedrigo notamment qui au micro de Jean-Marc Seigné avait éclaté en sanglots lors de sa dernière course. Retour sur la course sur le Tour de Vendée, la 45e édition, 40 km encore à parcourir et les hommes de Jean-René Bernaudot en tête du peloton. Voilà, Julien Maurice, on l'a vu, de l'équipe Direct Énergie qui mène à plein ce peloton pour, je pense que faire un travail de sape et épuiser justement les coéquipiers des équipes de sprinteurs afin de les diminuer pour emmener plus difficilement leurs sprinteurs dans le final. Et Brian Cocard, je pense qu'il travaille tout simplement pour Brian Cocard. Et pour lui permettre, Brian Cocard, lui, c'est pas un coureur pas un sprinter, un pur sprinter où il faut un train pour emmener. C'est un filou, c'est un pistard. Il sait se placer et jaillir au dernier moment. Donc justement, il va essayer de se glisser dans la bonne roue du sprinter et gicler au dernier moment sur la ligne d'arrivée pour gagner aujourd'hui et permettre à l'équipe de Jean-René Bernaudot de gagner le Tour de Vendée plus de 13 ans après sa dernière victoire ici même. Et puis Brian Cocard qui est particulièrement revanchard après sa non-sélection pour les championnats du monde. On aura l'occasion de l'évoquer dans quelques minutes. Nous sommes dans le bocage vendéen, vous le voyez, nous allons bientôt rentrer dans la commune de Saint-Martin des Noyers. Et on l'a vu tout à l'heure, mais il me semble que c'est une nouvelle attaque de Thomas Voeckler qui a décidé, même comme on l'a dit, il va arrêter sa carrière au mois de juillet sur son dernier Tour de Vendée aujourd'hui. Je pense qu'il a envie de marquer le coup et pourquoi pas de le gagner ce Tour de Vendée, puisque je pense qu'il en est capable et on voit bien que derrière le coureur de l'équipe Cofidis, il me semble que c'est Jérôme Cousin. Lui de toute façon il a pour consigne de pas s'échapper, donc il prendra pas de relais. Ouais, on le voit là, il a les jambes encore, Thomas Voeckler, le futur retraité. Il connaît par cœur évidemment toutes ces routes de Vendée et c'est une très 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 belle fin de course qui s'annonce. On le voit bien là à travers les images d'Anthony Forestier avec l'équipe Cofidis ou encore Direct Énergie. Et là on voit bien deux coureurs de la Française des Jeux, on reconnaît Johan Lebon juste en deuxième position. Et il me semble que l'autre coureur qui est avec lui, ça doit être Cédric Pinault. Et les deux coureurs de la Française des Jeux qui s'en vont. Et Johan Lebon, justement, le coureur le rouleur sélectionné en équipe de France pour participer au championnat du monde dans une quinzaine de jours à Kona. Oui, sélectionné pour les championnats du monde sur le chrono, c'est une satisfaction. Vous l'aviez annoncé d'ailleurs à un moment donné qu'on allait voir Johan Lebon et vous le voyez là, il est en deuxième position, le coureur originaire de Lannion. Et c'est une véritable satisfaction pour lui, une première sélection. Vous le voyez là, le coureur de Lannion, on l'écoute tout de suite.
c'est un grand plaisir. Il fallait les championnats du monde chrono. En plus, je serai avec Jérémy Roy, un collègue de l'équipe, donc ça fait plaisir. On travaille dur pour donner le meilleur de soi-même là-bas. Et bon, Tour de Vendée, c'est un peu une préparation pour cet objectif-là. Préparation, le championnat du monde, c'est une quarantaine de kilomètres. On est à 38,8. Je pense qu'il va essayer de nous faire un chrono de 40 km. C'est une bonne prépa avec son collègue dans la roue, Cédric Pinault. Tous les deux, ils vont essayer de faire un gros numéro pour essayer de s'échapper. Mais derrière, forcément, les équipes vont vouloir revenir sur ces deux coureurs. Oui, vous le voyez donc les deux coureurs, Johan Lebon et Pinault, deux coureurs de la FDJ. Johan Lebon en pleine préparation donc pour le chrono du championnat du monde, le coureur de Lannion en plein effort pour l'une de ses dernières courses de la saison. Il y aura le chrono également juste avant ce championnat du monde, donc il n'y aura pas forcément beaucoup de coupures entre les épreuves en ligne et le chrono à Doha. Non, c'est vrai que d'ici Doha qui a lieu dans une quinzaine de jours, il y aura encore jeudi prochain, le 6 octobre, Paris-Bourges, le 9 octobre, Paris-Tours et pour justement Johan Lebon, ça doit être le 13 ou le 13 octobre, les championnats du monde chrono donc à Doha. Et donc les jours pour lui vont s'enchaîner, même si un chrono c'est un effort d'une heure de 40 km, c'est un effort très spécifique. Et justement là, en s'échappant dans les derniers 40 km, ça va lui permettre de reproduire un peu l'effort qui va réaliser au Qatar dans une dizaine de jours. Eh bien, on va en profiter pour retrouver, nous, de notre côté, Jean-Marc Seigné, qui est toujours sur la ligne d'arrivée ici à La Roche-sur-Yon, où il y a beaucoup de monde qui se presse, évidemment. Il y aura 3 boucles sur la ligne d'arrivée à parcourir. Vous voyez les deux hommes de tête de ce 45e Tour de Vendée, avec notamment le coureur de Lannion, Johan Lebon. Jean-Marc, lui, vous êtes avec eh bien, quelques coureurs de Direct Énergie, mais juste avant, on a vu l'image là de Anthony Forestier avec Thomas Vauclair qui faisait appel à son directeur sportif. À son directeur sportif, Jimmy Angoulois. Alors, est-ce qu'il a un problème mécanique ou tout simplement il se rend compte que la course lui échappe, On voit bien que devant ça temporise. On voit bien, pour l'instant on n'a pas plus d'infos que cela. Jean-Marc, sur ligne d'arrivée. Je peux vous dire qu'il y a 2 garçons à côté de moi qui n'en perdent pas une miette parce que Direct Énergie fait battre leur cœur. C'est des supporters, des vrais. À ma droite, il y a Romain et Paul, c'est ça. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, eux, ils misent sur une victoire de Brian Coquard. Voilà. Vous être vraiment des supporters de Direct Énergie. Ouais. Et alors, Brian, pourquoi? C'est le meilleur sprinter. C'est un des meilleurs sprinters de France. Il est très bon. 4e du meilleur sprinter du Tour de France 2016. Donc je pense qu'il a ses chances. Ouais. C'est ton avis aussi? Ouais, c'est sûr. Oui. C'est l'un des meilleurs mondiaux maintenant. Et aujourd'hui, il va faire une bonne chose, je pense. Alors dites-moi, des supporters comme vous devez être particulièrement déçus que Brian Coquard participe pas dans 15 jours au prochain championnat du monde. Ouais, forcément un peu déçu, sachant que c'était préparé. Il avait fait beaucoup de concessions justement pour ce championnat du monde. Il n'a pas participé au championnat d'Europe par exemple. Donc un peu déçu, mais bon, on respecte la décision. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la revanche. Ouais, mais après, c'est sûr, c'est le choix de Bernard Bourreau. Il a fait sa liste qu'il trouvait la meilleure. Et bon, mais oui, aujourd'hui, c'est la revanche et il va aller battre Bouhanni, je pense. Bon, et alors, ces 2 garçons, ils ont prévu d'aller se positionner juste avant le virage, juste avant la ligne d'arrivée, pour ne rien perdre du spectacle. Ah oui, forcément, et il y a beaucoup d'optimisme du côté des supporters, merci Jean-Marc, des supporters de Direct Énergie, 2 hommes en tête ici sur les routes de Vendée. Vous le voyez, Johan Lebon, le Breton et Cédric Pinault également. Ils ont une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton à 35 km maintenant de l'arrivée de cette 45e édition du Tour de Vendée. Lyon, un petit mot justement sur la non-sélection de Brian Coquard, forcément revanchard. On va l'écouter dans quelques instants. C'est dur pour lui, mais c'est peut-être pas forcément non plus complètement illogique compte tenu de sa fin de saison. Ouais, c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir trois grands sprinters, Nasser Bouhanni, Arnaud Desmar et Brian Coquard. Bernard Bourreau, comme l'a dit le spectateur, le supporter, a fait son choix et c'est vrai qu'il a choisi les 2 autres coureurs et on va l'entendre, Brian Coquard respecte la décision et je pense que ça se trouve c'est un mal pour un bien et quelque part ça lui donnera peut-être un leadership sur les prochains championnats du monde. On écoute Brian Coquard qui nous livre justement donc les raisons selon lui de cette non-sélection par Bernard Bourreau, le sélectionneur de l'équipe de France.
Peut-être un peu plus d'expérience voilà, sur ces courses-là, sur les classiques, sur le Tour du Qatar où j'ai jamais participé, mais auquel j'ai jamais participé, mais ouais, et puis peut-être remettre en route peut-être plus rapidement après le Tour de France. C'est sûr que j'ai pris mon temps et c'était pour être bien au championnat du monde, mais bon, ouais. J'étais un peu fatigué après le Tour de tout le début de saison, j'avais besoin de souffler et donc voilà, mais après c'est comme ça, c'est le sport et les sélections, il y a toujours des heureux et des déçus. Je fais partie des déçus, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est que partie remise. C'est vrai que Brian Cocard avait gagné 11 succès avant le Tour de France, on l'a vu et après il a fait également un gros Tour de France. Et comme il l'explique, après il avait besoin de souffler et de se remettre en condition. Malheureusement, au moment de donner la sélection, il fallait des résultats qu'il n'avait pas forcément dans le dernier mois suivant cette sélection. Romain Guimoard en tête du peloton, le coureur de Direct Energy à 22 secondes de deux hommes en tête, vous les voyez. Il s'agit de Johan Lebon et de Cédric Pinault, deux coureurs de la FDJ. Cédric Pinault, troisième du Trobro Léon 2014 notamment, deux coureurs en plein effort ici. Ça va être évidemment très très compliqué, mais Johan Lebon, aidé par son coéquipier, est en train de s'oxygéner, de se faire une bonne petite préparation là avant le championnat du monde. C'est vrai que son coéquipier il donne pas beaucoup de coups de main, on le voit bien. Johan Lebon tire des bons bouts droits. C'est vrai que quand vous avez un coureur dans votre équipe qui prépare les championnats du monde, qui est capable de se mettre à bloc pendant 40 km, c'est parfois difficile de lui passer derrière. Bon, Cédric Pinault, dès qu'il va pouvoir lui donner un coup de main, le fera, mais on voit bien Johan Lebon. Je pense qu'avant tout, il ne cherche pas aujourd'hui spécialement à gagner le Tour de Vendée, mais tout simplement à faire un effort maximum pendant 1 heure et justement dans la course, ça lui permet de donner justement ces petites montées d'adrénaline qui te permettent d'être au max de ses capacités. Et on l'a vu, l'équipe Cofidis en nombre aux avant-postes pour placer en orbite Nasser Boigny dans un petit peu plus de 30 km maintenant, l'équipe Cofidis vraiment en nombre là pour son sprinter. Ça va être un magnifique duel, vous avez entendu les supporters de Brian Cocard, magnifique duel sur la ligne d'arrivée ici à La Roche-sur-Yon dans un petit peu plus d'une demi-heure maintenant, avec les coéquipiers de Nasser Boigny en tête. Oui, les coéquipiers qui travaillent depuis le kilomètre 10 quand il y a eu la première échappée, on les a vus tout de suite se mettre en route avec tout d'abord l'équipe Wallonie Bruxelles, leur donner un petit coup de main, puis on a vu l'équipe Direct Energy justement qui ont essayé d'accélérer l'allure pour revenir dans les échappées et pourquoi pas reformer une nouvelle échappée. Et puis là on a vu le maillot vert de l'équipe espagnole Caja Rural qui elle maintenant leur prête main forte, mais les coéquipiers de Nasser Boigny eux roulent depuis le début. Et c'est vrai que c'est des forces qui vont peut-être lui peser dans le final. Réponse dans une trentaine de kilomètres. Et la formation de Baptiste Plancart et de Samuel Dumoulin, donc Wallonie-Bruxelles et AG2R ont laissé vraiment la main à l'équipe de Nasser Boigny et à celle de Brian Cocard, les deux sprinteurs. Ensuite, Dumoulin et Plancart se disputeront le général de cette Coupe de France 2016 sur la ligne d'arrivée. Je vous rappelle qu'il y aura 3 boucles sur La Roche-sur-Yon, 3 boucles de 3,9 km à parcourir avec un faux plat où il peut y avoir de la casse. Il y en avait eu l'année dernière avec Nasser Boigny justement qui était tombé juste avant la ligne d'arrivée. C'est Christophe Laporte, son coéquipier, qui avait sauvé la mise à Boigny en l'emportant. Il avait permis à Nasser Boigny de remporter le classement général de la Coupe de France et priver Baptiste Plancart d'une victoire. Plancart qui pour la 2e année de suite pourrait être privé justement d'une victoire au général. On va pouvoir suivre ça avec beaucoup d'intérêt d'ici l'arrivée de cette 45e édition du Tour de Vendée. Et là on voit les deux coureurs de l'équipe française qui se relaient bien, même par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure. C'est vrai que Cédric Pinault arrive quand même à passer des relais à Johan Lebon, mais on voit Johan Lebon la l'antenne extrêmement facile. Et on voit que la mimique de Cédric Pinault, la bouche ouverte, on voit bien que c'est un petit peu plus difficile pour lui. Oui, il est en train de se retourner 13 secondes d'avance. Donc le peloton va fondre dans
quelques instants sur les deux hommes de tête. On parlait des sélections justement pour Doha, le championnat du monde. Il y a Nasser Boigny, Arnaud Desmar, donc non-sélection pour Brian Coquard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Nasser Boigny dans la sélection a 3 coéquipiers en la personne de Cédric Lemoine, Geoffrey Soupe et Christophe Laporte. Et ces 3 coéquipiers sont sur le Tour de Vendée. Et je pense que pour lui, avant tout, c'est une réelle répétition pour ce qui pourrait se passer sur les championnats du monde dans une quinzaine de jours à Doha. Oui, il y aura 4 coureurs de la FDJ, 4 Cofidis donc, et un coureur qui fera un peu la transition entre les 2 leaders, c'est-à-dire Arnaud Desmar et Nasser Boigny. Il s'agit de Adrien Petit, le coureur de Direct Energy, sélectionné pour Doha le 16 octobre prochain. Il nous livre son sentiment tout de suite. On l'écoute, le puncher de la formation de Jean-René Bernaudot. C'est une récompense de la saison, de la belle saison que j'ai pu faire. C'est sûr que c'est un peu frustrant d'aller là-bas sans mon leader Brian. J'ai fait toute ma saison avec lui. On a eu des beaux résultats ensemble et là ça va faire tout drôle de devoir rouler pour d'autres sprinters. Mais bon, après c'est sûr qu'une sélection en équipe de France ça reste très très beau. Ouais. Il le dit Adrien Petit, Lilian, ça va lui faire tout drôle parce que lui habituellement il roule pour Brian et là ça sera peut-être pour Arnaud Desmar. C'est vrai que cette année il roule pour Brian Coquard, mais n'oublions pas qu'il est venu justement de l'équipe Cofidis où il roulait pour Nasser Boigny. Et puis en équipe de France, notamment dans les espoirs, il avait l'habitude de travailler pour Arnaud Desmar. Donc je pense que c'est un coureur qui a cohabité avec les 2 sprinteurs de l'équipe de France, Nasser Boigny et Arnaud Desmar. Donc c'est tout naturellement, même qui sera justement dans cette équipe de France, sans son sprinter de cette année, Brian Coquard. Donc, mais après, comme les 2 coureurs ont bien préparé ces championnats du monde, je pense qu'on pourra compter sur lui pour prêter main forte à nos 2 sprinters. Ouais, la France qui a la chance de s'appuyer sur vraiment 3 sprinters de grande classe. C'est ouvert évidemment pour le championnat du monde de Doha avec Nasser Boigny qui sera assez revanchard également lui aussi après sa mésaventure qui lui est arrivée au championnat de France et sa non-participation au Tour de France. On va bientôt atteindre le village de la Ferrière sur les routes de Vendée, 29 km encore à parcourir, 20 secondes d'avance pour les 2 coureurs de la FDJ. Voilà, un écart qui oscille entre 20 et 15 secondes. Mais on l'a bien vu, on voit bien les coureurs devant à l'avant du peloton en file indienne essayer de rouler et de revenir tout de suite sur les 2 coureurs devant. C'est vrai que Johan Lebon, c'est comme on dit un rouleur, il ne va pas s'éteindre comme ça. Il va falloir aller le chercher et plus tôt ça sera le mieux. Avec pour l'instant donc on le voit ce peloton sur ce plan large avec les coureurs toujours de Cofidis qui gèrent la distance, l'écart avec les 2 hommes de tête, Cédric Pinault et donc Johan Lebon au classement général de la Coupe de France. On vous le disait, un petit point d'avance pour Samuel Dumoulin sur Baptiste Plancart. On retrouve en 3e position le jeune Clément Venturini qui n'est pas d'ailleurs sur le Tour de Vendée cette année, 4e au général de cette Coupe de France. PMU Romain Feuillu avec 103 points. Les autres sont très très loin à l'image de Rudy Barbier ou encore de Brian Coquard qui est 6e au général. C'est vrai que c'est un petit peu la récompense pour les 2 hommes de tête au général de cette Coupe de France, la récompense de l'assiduité puisqu'ils ont quasiment participé à toutes les courses, Samuel Dumoulin et Baptiste Plancart, sauf pour Samuel Dumoulin qui a été obligé de faire la passe à un moment donné en raison de sa participation au championnat d'Europe où il a d'ailleurs été très brillant avec une 4e place. C'est vrai que c'est 2 coureurs extrêmement réguliers tout au long de la saison et je pense que c'était les 2 seuls coureurs qui ce matin au départ étaient sûrs de monter sur le podium quoi qu'il arrive. Donc maintenant ils ne savaient pas encore la place qu'ils allaient occuper sur ce podium entre la 1re et la 2e place. Et ça roule bien Lilian, si on regarde les images, on a vu le faciès là, de Cédric Pinault emmener son coéquipier Johan Lebon qui vient de reprendre la tête. Johan Lebon, le breton, qui est dans très belle allure. Voilà, qui est dans un effort beaucoup plus linéaire, on le voit qui gère bien par rapport à son coéquipier qui pioche un peu plus. Et on voit l'écart petit à petit de grandir de seconde par seconde. Alors que là vous êtes on va arriver sur le circuit
de La Roche-sur-Yon, kilomètre 12. Donc vous avez plus d'une quinzaine de kilomètres en ligne droite où le peloton vous a en point de mire. C'est dur pour Cédric Pinault, on le voit dur, pour le coureur de l'Ain. Nous sommes en fin de saison, il faut pouvoir gérer ce type d'effort. C'est vrai que c'est des efforts, c'est des chronos à deux, le genre de gentleman qu'on peut avoir en fin de saison. Il y en avait une l'année dernière, justement hier à Gourin, et c'est vrai que c'est des efforts où il faut savoir le plus fort ménager le plus faible, et quand le plus faible passe, surtout ne pas réduire l'allure. C'est-à-dire que toujours garder sur la même allure, et quitte à faire des relais plus courts mais plus incisifs. Parce que sinon, celui qui est derrière doit réaccélérer, c'est coûteux au niveau énergie. Alors il y a un autre Breton qui court cette 45e édition du Tour de Vendée et qui est de la formation FDJ, c'est Laurent Pichon. 4 ans à la FDJ, Laurent Pichon, et c'est l'un des transferts de l'intersaison qui va rejoindre, c'est un retour au bercail pour le coureur originaire de Quimper. Il va retrouver les couleurs de Fortunéo la saison prochaine. Laurent Pichon, on l'écoute tout de suite, lui qui a failli remporter le Trobreau-Léon cette année. Il aurait dû remporter d'ailleurs le Trobreau-Léon. Il a terminé malheureusement 4e, battu de très peu. On l'écoute tout de suite, Laurent Pichon. C'est surtout un projet sportif. C'est vrai que là, la FDJ pendant 4 ans, j'ai surtout eu un rôle d'équipier, j'ai beaucoup travaillé pour mes leaders, mais voilà, ça a été aussi très enrichissant, j'ai gagné en expérience, j'ai découvert de très belles courses pour le Tour, et puis là, c'est vrai que je pense que c'était le bon moment. Donc, et puis revenir dans une équipe que je connais, où il y a aussi une très bonne ambiance, donc voilà, j'avais envie de retourner à leur côté. Le futur coureur de Fortunéo, Laurent Pichon, un petit peu déçu de sa saison, notamment de ne pas avoir participé au Tour de France. C'est vrai que c'est des coureurs où, comme il l'a dit, il est avant tout là pour être équipier. Ils ont juste quelques courses dans la saison où ils peuvent jouer leur chance. Et Laurent Pichon a un peu passé à côté justement sur le Trobreau-Léon. Et là, comme il explique, je pense que durant ces 4 années à la Française des Jeux, il a pu acquérir de l'expérience, acquérir des forces en plus. Même s'il n'a pas participé au Tour de France, il a pu faire courir le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne. Donc ça, c'est des expériences qui lui serviront l'année prochaine au sein de l'équipe Fortunéo Vital Concept. Et c'est vrai que quand vous êtes coureur cycliste professionnel, vous avez envie de participer au Tour de France. Et donc je pense que s'il réussit, s'il arrive à concrétiser éventuellement sur certaines victoires, même s'il y aura forte concurrence l'année prochaine dans cette équipe qui a fait déjà un bon recrutement, il pourrait prétendre à prendre le départ du Tour 2017. 25 km encore à parcourir sur la 45e édition du Tour de Vendée. Johan Lebon, le coureur de Lannion, en tête avec Cédric Pinault, une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton, contrôlé pour l'instant par les partenaires, les coéquipiers de Nasser Boigny, toujours en tête. On voit sur ce plan d'hélicoptère, pas loin, les coureurs évidemment de Jean-René Bernaudot, les coureurs de Direct Énergie. Le duel annoncé va probablement se présenter dans quelques minutes entre Nasser Boigny, le sprinter, et Brian Coquard, le sprinter de chez Direct Énergie. Il y aura le duel également pour le général entre Samuel Dumoulin, le leader au général de la Coupe de France, à un point d'avance sur le Belge Baptiste Plancart. Et on file là, on va bientôt rentrer et découvrir les artères de La Roche-sur-Yon. Ça sera dans quelques minutes. Il y aura 12 km à réaliser dans les rues de la capitale vendéenne. Et là on voit que l'écart diminue, dès qu'il y a un moindre petit faux plat, tout de suite c'est forcément plus difficile de boucher l'écart, et 12 secondes, je pense que ça va être compliqué pour les deux coureurs de tête de conserver suffisamment d'avance pour rentrer en tête sur le circuit final, en rappelant le circuit dans 12 km. Et on voit qu'à l'arrière, l'équipe Cofidis, l'équipe Direct Energy, mais aussi l'équipe espagnole Caja Rural viennent prêter main forte pour pouvoir réduire cet écart. Et nous sommes à la Ferrière, les deux coureurs de tête, Cédric Pinault, Johan Lebon, qui tient bon justement pour le moment, le coureur breton. Et on peut voir la différence de braquet, Johan Lebon pédale beaucoup plus en force que son équipier Cédric Pinault. C'est vrai que quand vous faites des efforts, des chronos comme ça, vous avez tendance à pédaler beaucoup plus en puissance, alors que Cédric Pinault est un coureur beaucoup plus véloce. Ouais, Cédric Pinault, le coureur
de l'Ain. On vous disait qu'il a terminé notamment le 3e du Trobro Léon 2014, la très belle épreuve que vous pouvez suivre également sur l'antenne de France 3 Pays de la Loire et France 3 Bretagne. C'était au printemps dernier, avec la grosse déception, on vous le disait, notamment pour Laurent Pichon, qui avait fait beaucoup d'efforts cet après-midi en Bretagne pour remporter cette épreuve située à quelques kilomètres de chez lui. Le peloton avec toujours les hommes en rouge en tête. Ouais, les hommes en rouge, puis comme je le disais, l'équipe Royal et Direct Energy. C'est bien organisé derrière. Je pense que malheureusement, il aurait fallu être au moins 2 ou 3 coureurs de plus pour pouvoir entre guillemets faire peur au peloton. Mais là, c'est vrai qu'à deux, même si vous êtes de la même équipe, je pense qu'il n'y en a pas un qui va se regarder par rapport à l'autre. Ils sont là pour fournir un effort et il n'y a pas de moment de tergiversion. Je pense qu'ils se donnent tous les deux à 100%. Même s'il y en a un qui roule moins que l'autre, l'autre ne va pas se méfier de son coéquipier, puisque voilà, ils sont là pour faire briller avant tout le même maillot. Mais on voit que derrière, le peloton en file indienne roule extrêmement vite pour pouvoir rattraper ces deux coureurs. On va déjà se projeter un petit peu sur l'arrivée et le probable sprint. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais c'est vrai que normalement cette épreuve devrait sourire à un sprinter cet après-midi à La Roche-sur-Yon. Lilian, vous, bon évidemment il y a, on pense à Nassar Boigny, à Brian Coquard. Est-ce qu'il y a d'autres coureurs qui peuvent se mêler à la lutte sur le circuit final? C'est vrai que chaque équipe a forcément ses sprinters au sein de son effectif, même si ils n'ont pas forcément tous la même pointe de vitesse. On a Fortunéo qui a Arnaud Gérard, mais c'est vrai qu'Arnaud Gérard on ne l'a pas trop vu cette saison. Mais on a également la FDJ qui a Lorenzo Mangin qui sort d'une Vuelta où il a pu faire quelques places. Donc on peut éventuellement, même s'il a deux coureurs devant, même deux coéquipiers devant, on peut le voir briller. On a Wallonie Bruxelles qui a sa plus belle carte, c'est forcément Baptiste Plancart qui lui est là d'un pour gagner le classement général et deux pourquoi pas la meilleure solution ça serait de gagner ici même. C'est sûr que si Baptiste Plancart devance Samuel Dumoulin au sprint, c'est gagné, parce qu'on rappelle que le Belge a 1 point de retard sur le coureur originaire de Lyon. Le premier cet après-midi empoche 50 points, le deuxième 35 points, le troisième 25 points, le quatrième au classement de cette épreuve 20 points, ainsi de suite, 18, 16 points, 14 points et jusqu'à 3 points pour le 15e. Donc voilà, il faudra vraiment surveiller de très près le sprint final avec Boigny Coquard, mais aussi évidemment se projeter sur le duel entre Dumoulin et Baptiste Plancart, sachant que Plancart a donc déjà battu cette année, et peut-être un petit peu plus rapide. Qu'est-ce que vous en pensez, sur une avec comme ça, c'est vrai qu'on est arrivé en faux plat montant. Je pense qu'un Samuel Dumoulin sera, et puis c'est un ancien, il sait se faire mal, il sait que voilà, il va pas falloir qu'il lâche. Donc je pense que ça va jouer à mano à mano et on risque de les voir sprinter plus en second rideau pour essayer de devancer plus l'un que l'autre, que essayer de lever les bras aujourd'hui et prendre des risques de lancer le sprint trop tôt pour s'écraser sur le final. Je pense qu'ils vont avant tout se marquer sur un second rideau de sprint. Non, je pense que voilà, les deux sprinters qui vont se dégager, ça va être Nassar Boigny et Brian Coquard, avec moi je mettrais deux outsiders, Lorenzo Mangin, mais aussi Romain Feuillu qu'on a vu deuxième au Grand Prix d'Isberg il y a début du mois, et je pense que voilà, ça peut être les deux coureurs, Lorenzo Mangin et Romain Feuillu, qui peut venir troubler les cartes. Johan Lebon, Cédric Pinault, 3 participations au Tour de France. Il a été un peu malheureux cet été sur les routes du Tour de France, puisqu'il a été obligé d'abandonner dès la 9e étape. Il avait fini à la 102e place en 2014 et il avait fait le Tour également 2 années plus tôt avec une 133e place pour le coureur de l'Ain. Et Johan Lebon, lui, en pleine préparation, vous le voyez à 20 km de l'arrivée, en pleine préparation du chrono au championnat du monde. Une très bonne sortie pour le coureur de Lannion. On va retrouver un autre Breton qui est sur la ligne d'arrivée, c'est Jean-Marc Seigné qui se trouve, je crois, Jean-Marc, avec des supporters. C'est des supporters de Direct Energy, forcément. Fatalement, encore une fois, toujours des supporters de Direct Energy. Je peux vous dire que sur la ligne aujourd'hui, on retient son souffle. Je suis avec Martine et Clément. Et je peux vous dire que Martine et Clément, ils attendent qu'une chose, c'est le passage des coureurs. Oui, tout à fait. Et en plus, mon mari est juste derrière, alors on a des commentations toute la journée. La deuxième voiture
la deuxième voiture rouge après le peloton, c'est Papy. Voilà, vous êtes prévenus. Alors naturellement, votre favori pour aujourd'hui, c'est qui? Il y a un choix qui est draconien là. C'est Vauclair ou c'est Coquard? Les deux. Les deux. Bon. Maman, elle Vauclair. était au collège avec Vauclair. On va tout savoir. Donc, Bah oui. Très bien, vous voyez, il y a beaucoup d'ambiance ici sur cette ligne. Et il y a beaucoup de gens qui sont impatients de voir arriver enfin le peloton ici à La Roche-sur-Yon. Il est très fort, Jean-Marc Seigné, quand même, nous retrouver quelqu'un qui était au collège avec Thomas Vauclair. Là, il a pris un coup de vieux Vauclair quand même. Je peux pas dire. Oui, bravo Jean-Marc sur la ligne d'arrivée. Vous nous ferez vivre dans quelques minutes maintenant ce formidable suspense sur la 45e édition du Tour de Vendée ici à La Roche-sur-Yon. Dans quelques kilomètres, les deux hommes de tête vont découvrir les rues de la capitale vendéenne. Cédric Pinault, Johan Lebon, ils tiennent bon, Lilian, 12 secondes d'avance. Ouais, c'est vrai que ça se maintient à 12 secondes, on les voit bien, hein, qui se relaient bien. Je pense que le fait d'être dans la même équipe, ça peut justement les favoriser, comme je vous disais tout à l'heure. L'un ne va pas se cacher derrière l'autre, ils vont donner leur maximum pour essayer d'avoir un écart croissant qui peut augmenter et arriver. L'idéal, ça serait d'arriver avec une trentaine de secondes quand même sur le circuit final. 18 km encore à parcourir. Pour les deux hommes, le peloton qui va peut-être être bientôt en ligne de mire des deux coureurs de la FDJ. Voilà, on le découvre justement, vous le voyez, le peloton qui va avaler probablement les deux coureurs dans quelques instants et on va rentrer dans l'emballage final de cette 45e édition du Tour de Vendée, 18 km et magnifique mano à mano qui s'annonce. Ouais, c'est ça, l'écart qui stagne entre 10 et 15 secondes. C'est vrai que ça va être compliqué quand même d'arriver pour la gagne, mais ceci dit, comme on le disait tout à l'heure, Johan Lebon est avant tout là pour préparer les championnats du monde et lui, à la limite, il s'en fiche de jouer devant avec le peloton à une dizaine de secondes. Lui, ce qu'il veut, c'est avant tout bien s'entraîner pour les championnats du monde. Il est là pour faire un effort d'une heure et même si c'est avec 10 secondes d'avance sur le peloton, pour lui, il aura réussi au moins sa journée plutôt que de rester tout simplement dans les roues dans le peloton. On vous le disait, il y a également du suspense pour le classement général individuel des jeunes avec Clément Ventiruni qui est en tête, le coureur de Cofidis. Il n'est pas là, mais il y a Rudy Barbier qui est en deuxième position, le coureur de Roubaix-Lille Métropole, Rudy Barbier. Qui a sa petite pointe de vitesse également, donc on peut, je pense que lui aussi dans sa tête, l'équipe Roubaix-Lille Métropole voudra placer son coureur, même c'est vrai que c'est pas forcément une grosse équipe, hein, mais ils sont aussi là pour jouer les troubles fêtes. Et pourquoi pas remporter cette Coupe de France jeune, même si le troisième, à un point derrière lui, c'est Brian Coquard. Et lui, Brian Coquard, il est vraiment là pour gagner la course. Oui, c'est Brian Coquard l'emporte. C'est évidemment le coureur de Vendée de Direct Énergie qui s'emparerait du général individuel des jeunes. On tient bon malgré tout du côté de Cédric Pinault et de Johan Lebon. Quel effort de la part du coureur de Lannion qui résiste pour l'instant au peloton. Là, c'est vraiment la sortie idéale pour se faire les jambes. Ah bah lui, on l'a bien vu. Hein, je pense qu'il est là en position allongée, en menant du braquet. Et, il demande rien. Il veut faire exactement son effort de 40 km. Il est avant tout là pour s'entraîner. Aujourd'hui, justement, je pense qu'il avait prévu juste de sortir à une quarantaine de kilomètres. Comme je vous le dis, à reproduire l'effort qu'il devra faire dans une douzaine de jours à Doha. Et aidé par son coéquipier qui lui permet de récupérer. Mais on le voit bien, regardez la fréquence de pédalage. Johan Lebon a quasiment une dent de plus que son coéquipier, pédale beaucoup plus en force. Les coureurs qui vont rentrer dans les faubourgs de La Roche-sur-Yon dans quelques minutes pour l'épilogue de cette année 2016 de la Coupe de France PMU et les coéquipiers de Baptiste Plancart aux avant-postes là aux côtés notamment des coureurs de Cofidis, les coureurs de Wallonie-Bruxelles. Le maillot jaune et rouge, hein, on l'a vu tout de suite à gauche de la route qui remonte leur leader pour être bien placé dès l'entame du circuit. C'est vrai que c'est un circuit extrêmement sinueux. N'oublions pas que l'année dernière, à un tour de l'arrivée, Nasser Boni a chuté juste avant la ligne, juste avant de passer sous la cloche. Et donc ça serait dramatique pour Baptiste Plancart de perdre, du moins de ne pas gagner la Coupe de France sur chute.
Je pense qu'il préférait, voilà, quand vous faites battre à la pédale, il n'y a pas de souci. C'est vrai que maintenant, quand vous avez chuté et que vous n'avez pas pu disputer vos chances, c'est beaucoup plus frustrant et ce serait dommage de terminer la saison là-dessus. Ouais, des conditions extraordinaires cette année, excellentes, contrairement à la saison dernière où les coureurs avaient parcouru les 200 km sous la pluie du début à la fin. Ils avaient pris d'ailleurs énormément de retard. Les deux coureurs en tête, on vous le rappelle, Cédric Pinault et Johan Lebon. Le peloton maintenant qui va probablement à l'entrée de La Roche-sur-Yon revenir sur les deux hommes de tête ensuite. Eh bien, il y aura 3 tours à parcourir ici à La Roche-sur-Yon, 3 tours de 3 km 9, 3 boucles extrêmement compliquées. C'est d'ailleurs Thomas Vauclair qui nous le rappelait. Vous ne vous rendez pas compte à quel point il est difficile de maîtriser dans le final le peloton pour arriver au sprint. C'est la fin de saison, il y a vraiment plein de paramètres différents à maîtriser. Oui, et puis il y a aussi la topographie du parcours. Là où c'est vrai que ça fait une quinzaine de bornes que les coureurs roulent quasiment en ligne droite, donc c'est pas compliqué, vous avez juste à rester dans les roues, pas trop de relance, bien vous replacer, bien vous ravitailler. Sauf que là, quand on va arriver sur le circuit de 3 km 9, avec de nombreux virages droite, gauche, notamment après l'arrivée, forcément ça tend un peu plus le peloton. Et quand vous voulez rester à l'avant, il faut frotter. Et là, hop, là, on voit que non, il n'y a pas eu de danger. Oui, mais c'était tout juste du côté de Cédric Pinault et de Johan Lebon. Là, c'est ce qui va se reproduire justement sur le circuit final où on va retrouver des ronds-points, des idiots directionnels. Et donc, d'où l'importance d'avoir une équipe bien soudée autour de vous pour pouvoir vous permettre de rester placé à l'avant du peloton et éviter tous ces petits pièges. Le peloton et les deux hommes de tête qui vont découvrir dans un petit peu plus de 2 km maintenant la ligne d'arrivée avec un nombre impressionnant évidemment de supporters ici massés sur La Roche-sur-Yon. Cédric Pinault, Johan Lebon, 10 secondes d'avance sur le peloton emmené toujours par les partenaires de Nassar Boigny. Il y a l'équipe Wallonie et également Bruxelles présente aux avant-postes pour défendre les intérêts de Baptiste Plancart, deuxième au général de cette Coupe de France PMU. C'est un coureur de Cofidis avec un autre coureur de Direct Énergie aux avant-postes. Voilà les deux équipes de sprinteurs qui travaillent à l'avant du peloton pour pouvoir ramener leurs sprinteurs sur les deux échappées. Attention, il ne faudra pas revenir trop tôt non plus parce qu'il risque d'avoir des attaques et des coureurs qui relancent à l'arrière. Il faut juste bien maintenir ces 10 secondes et essayer de revenir dans l'idéal. C'est de revenir sous le dernier tour à 4 km de l'arrivée pour justement éviter toute relance d'équipe adverse. Et l'explication attendue va probablement se dérouler entre Nassar Boigny et Brian Coquard. Imaginez Brian Coquard devant Nassar Boigny sur la ligne d'arrivée, lui qui est remplaçant Brian Coquard pour les prochains championnats du monde. Bon voilà, ça sera même si évidemment il respecte la décision de Bernard Bourreau, ça sera une petite non pas une revanche mais ça sera un petit clin d'œil même si là honnêtement on est sur le Tour de Vendée. C'est pas les mêmes conditions qu'à Doha. Un sprint beaucoup moins difficile pour eux dans le niveau du classement. Je parle pas au niveau de l'effort en lui-même, mais au niveau du placement, faut bien être honnête. Il y a 2, 3 ou 4 sprints d'équipes qui peuvent l'emmener. À Doha, ça sera beaucoup plus difficile. Ça faudra se placer beaucoup plus rapidement. Les lignes droites sont beaucoup plus longues, donc il faut avoir un gros collectif autour de soi pour pouvoir s'emmener. Là, avec 2-3 équipiers, vous arrivez quand même à être correctement bien placé dans le dernier kilomètre. Mais bon, c'est vrai que pour Brian Coquard, je pense que sa déception elle sera un peu atténuée si jamais il gagne aujourd'hui, surtout sur ces terres, sur les terres de son équipe, 13 ans après la dernière victoire de la course de Jean-René Bernaudot. Et les deux hommes de tête, Cédric Pinault, Johan Lebon, rentrent dans La Roche-sur-Yon. Ils vont pouvoir découvrir la ligne droite d'arrivée sur le boulevard Général de Gaulle dans quelques instants. Les deux hommes de tête qui ont derrière eux plus d'une trentaine de kilomètres échappés. Le peloton est à maintenant moins d'une dizaine de secondes. Il y aura 3 tours à parcourir ici sur La Roche-sur-Yon. Regardez les deux coureurs de tête là qui sont en train de se retourner. Le premier passage sur la ligne d'arrivée ici à La Roche-sur-Yon. Et oui, on voit le peloton qui s'agite à l'arrière. C'est absolument
Là, vous êtes sur la plus longue ligne droite du circuit, en fait. C'est là qu'il faut remonter ces leaders pour pouvoir être bien placés. Là, vous allez voir, là, des coureurs tournent à droite, puis tout de suite à gauche, puis encore à droite et à gauche. Après, vous allez rencontrer des îlots directionnels sur l'autre partie du parcours. Et donc, absolument bien placés ces leaders. Ces sprinters, on est à 10 km de l'arrivée. Et le peloton emmené par Ryan Boigny, Lilian, le frère de Nasser, sur la ligne d'arrivée. Le peloton emmené donc par le petit frère de Nasser Boigny. On va courir en famille les 3 boucles encore de 3 km/h dans les faubourgs de La Roche-sur-Yon, avec les 2 hommes de tête probablement qui vont être repris dans quelques instants, même si l'écart se maintient avec le peloton. Ah, c'est vrai que maintenant les hommes de tête arrivent le fait que le circuit soit beaucoup plus sinueux, c'est beaucoup plus difficile à l'arrière pour s'organiser. Donc là, ils vont justement pouvoir profiter de ces relances et de ces temps morts pour pouvoir essayer de récupérer. Et ils seront beaucoup moins en point en vue, en visuel que par le peloton. Donc ça peut les avantager. Mais soyons honnêtes, ça va durer 1 voire 2 tours, pas plus. 11 km à courir, encore à parcourir pour les hommes de tête et pour le peloton. Je vous rappelle l'enjeu de cette 45e édition du Tour de Vendée pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Le duel des sprinteurs entre 2 des 10 meilleurs, allez 10-15 meilleurs sprinteurs mondiaux, Nasser Boigny et Brian Cocard, présents ici sur ce circuit final à La Roche-sur-Yon. Et puis le classement général de la Coupe de France PMU, c'est la 16e et dernière manche. Un point d'avance pour Samuel Dumoulin sur le Belge Baptiste Plancart. Les 2 hommes se disputent donc le général. Ce sera peut-être une 3e victoire, un record pour le coureur de AG2R si il parvient ici à conserver son avance sur le coureur Vallon. 10 km encore à parcourir pour les 2 hommes de tête. Ouais, effectivement, beaucoup d'enjeux sur ce sprint avec plusieurs classements. Le classement de la course, le classement général de la Coupe de France, mais on a aussi le classement des jeunes, on a aussi le classement par équipe. On n'a pas forcément parlé, mais on a 3 équipes qui se tiennent en une poignée de points entre l'équipe de l'armée, Aubert, et puis l'équipe Cofidis et donc tout ça, ça va forcément créer des enjeux, des tensions dans le peloton. Et attention, chute, tout simplement. C'est vrai que même si on l'a dit l'année dernière, le circuit était beaucoup plus humide, Nasser Boigny n'avait pas pu disputer ce sprint. Aujourd'hui, même sous un sol sec, tous ces coureurs vont vouloir défendre leur bout de classement et forcément tout le monde ne pourra pas virer en tête, tout le monde ne pourra pas prétendre à être devant dans le dernier kilomètre. Donc voilà, ça va frotter énormément. 9 secondes d'avance, on profite d'une légère accalmie là, du côté des 2 hommes de tête visiblement, mais même si évidemment ça va être extrêmement compliqué lors des 2 derniers tours de conserver cette avance. Toujours un coureur de Cofidis en tête du peloton. Cofidis qui a perdu Jérôme Cousin, lâché par le peloton dans la première boucle ici sur La Roche-sur-Yon. N'oubliez pas que c'est vrai que l'équipe Cofidis a roulé quasiment toute la course, puisqu'il y a eu une échappée dès le 10e kilomètre. Ils ont fait un tempo pendant quasiment 200 km. Et forcément, quand vous êtes équipier, ça commence à accélérer en la personne de ce équipier de Jérôme Cousin. C'est vrai que les jambes deviennent beaucoup plus lourdes à chaque relance et c'est beaucoup plus difficile pour eux. Donc c'est tout logique. Lui aujourd'hui, il a fait son travail. Maintenant, c'est à ses coéquipiers, aux coureurs qui seront sélectionnés, je le rappelle, avec Nasser Boigny, qui sont là pour répéter un peu ce qu'ils vont être obligés de reproduire dans une quinzaine de jours à Doha. Christophe Laporte, le vainqueur de l'année dernière, mais aussi Cyril Lemoine et Geoffrey Souque, qui sont les poissons pilotes de Nasser Boigny, qui vont être là pour le lancer au mieux pour gagner aujourd'hui. Et on commence à se positionner en tête du peloton à une quinzaine de secondes. On grignote un petit peu de temps du côté des 2 hommes de tête. Effectivement, on a vu qu'on pouvait revenir facilement sur les hommes de tête, donc on leur laisse un peu de champ pour éviter de subir des contres derrière. Donc voilà, on va les laisser mourir à petit feu, on va leur laisser prendre un peu de champ. Et vous allez voir, dans le dernier kilomètre, ça va revenir extrêmement rapidement. 2 tours encore à parcourir dans un petit peu plus de 1 km. Les 2 hommes de tête, Cédric Pinault, Johan Lebon. Le peloton emmené toujours par les coureurs de Direct Energy, de Brian Cocard et de Nasser Boigny pour Cofidis. L'épilogue de cette année 2016 qui était magnifique en termes
de suspense pour la Coupe de France PMU. Il y a eu 15 épreuves pour l'instant. Samuel Dumoulin en a remporté 2 victoires du côté de Baptiste Plancard, dont celle autour du Finistère. Et deuxième passage sur la ligne pour les 2 hommes de tête, Cédric Pinault et Johan Lebon. C'est vrai qu'on voit Cédric Pinault depuis tout à l'heure qui donne tout ce qu'il a, et c'est vrai que même si on dit à l'arrière les hommes du peloton sont un peu relevés et se récupèrent un peu, les hommes de devant eux ils vont donner tout ce qu'ils ont au maximum. Il en reste moins de 8 km à parcourir et eux ils croient. C'est vrai que si nous on doute un peu de leur chance, c'est vrai que quand vous êtes devant vous y croyez. Julien Maurice pour Direct Énergie qui a emmené le peloton notamment, mais l'écart il est de 17 secondes, donc tout reste possible encore pour les 2 hommes de tête. Est-ce qu'on est en train de se marquer entre les coureurs de Cofidis et de Direct Énergie? C'est vrai que Cofidis, comme on le dit, ils ont roulé depuis le début et je pense que maintenant ils veulent passer la main. C'est aussi Direct Énergie sur cette terre, et s'ils veulent gagner, c'est aussi à eux de mettre la main à la pâte et de contribuer sur les derniers kilomètres à rentrer sur les deux échappés. 2 tours encore à parcourir pour les 2 hommes de tête de la FDJ, échappés depuis un petit peu plus de 30 km ici sur La Roche-sur-Yon. L'épilogue du Tour de Vendée 2016 à suivre sur France 3, et tout de suite le peloton avec les coéquipiers de Brian Cocard aux avant-postes dans les faubourgs de La Roche-sur-Yon. 12 secondes l'écart qui se stagne. Qui réduit. C'est vrai que dès qu'on voit que le peloton reforme la boule, se reforme, on a tendance à voir l'écart qui grossit, et dès que le peloton retrouve une allure plus en file indienne, on voit que l'écart diminue, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est que derrière, justement, je pense qu'il y a eu un mano à mano avec les équipes pour savoir qui c'est qui allait fournir les derniers efforts pour rouler. D'autant qu'on a perdu un deuxième coureur visiblement chez Cofidis, avec Mathias Le Tournier qui a été décroché également sur la ligne d'arrivée par le peloton. Mais c'est pas forcément les coureurs les plus importants dans l'équipe, on l'a dit. Maintenant Nasser Boigny doit se concentrer avec les 3 coureurs qui doivent l'emmener. C'est 3 fois son pilote. Et on voit bien que l'équipe Cofidis a décidé d'attendre maintenant le dernier moment, les derniers kilomètres pour fournir des efforts. Et là, on l'a bien vu, c'est l'équipe Direct Énergie qui a pris le relais. Il me semble aussi avoir aperçu l'équipe de l'Armée de Terre qui, elle, comme je vous le disais tout à l'heure, en tête du classement général par équipe, va essayer de maintenir de garder son leadership. Et justement, c'est toutes ces... on le voit bien en second rideau, le 3e, 4e et 5e coureur, ce sont des équipes de l'Armée de Terre qui est là juste pour placer les coureurs, pour essayer de remporter ce classement par équipe. Beaucoup d'enjeux dans ce sprint, beaucoup de classements à aller chercher, comme on l'a dit, le classement de la course, le classement général, le classement des jeunes, le classement par équipe. On a abdiqué du côté des hommes de tête, c'est flagrant là sur ces images d'Anthony Forestier avec Cédric Pinault et Johan Lebon qui vont se faire avalé entre guillemets par le peloton, et on va pouvoir en découdre là les hommes forts de ces 4 derniers kilomètres, de ces 5 kilomètres. Non, on va en remettre une petite couche du côté de Johan Lebon. Oui, il n'a pas fini son exercice, on avait dit 40 km. Il doit donner exactement le meilleur de lui-même pendant 40 km. Non, je pense que il sait très bien qu'il a perdu, mais bon, plutôt que de se relever, il préfère continuer son effort. Pour lui, c'est un bon exercice, il sera tout seul. Et voilà, il va essayer de jouer avec le peloton, même si dans sa tête il sait pertinemment que ça va être vraiment très très compliqué de gagner aujourd'hui, sauf si malheureusement il y a une chute et tout le monde s'écrase à l'avant du peloton. Mais voilà, il est venu là aujourd'hui pour préparer son championnat du monde, et donc il lâchera rien, et il se relèvera quand vraiment le peloton sera revenu devant lui. Voilà, ça a duré juste 300-400 mètres de plus. Voilà, 5 km de l'arrivée maintenant, les coureurs de Direct Énergie avec Thomas Vauclair en tête. Qui rejoignent l'homme de tête. On va pouvoir maintenant s'expliquer quelle explication à venir entre Nasser Boigny et Brian Cocard, les 2 sprinteurs du peloton pour cette dernière manche de la Coupe de France, la 45e édition du Tour de Vendée. On rentre là dans une autre dimension, Lilian. C'est vrai que là, c'est le dernier tour. Maintenant, il n'y aura plus d'échappée, il n'y aura plus d'attaque. Tous les coureurs vont rouler pour leurs sprinteurs. Et ça va être un mano à mano avec les 2 sprinteurs annoncés. On l'a dit, Brian Cocard, Nasser Boigny, le sélectionné, le non sélectionné. Justement, il y aura une petite... avec une attaque là d'un coureur. Oui, une attaque d'un coureur Kair Oral. Et on voit tout de suite aussitôt Thomas Vauclair relancer l'allure pour ne pas le laisser sortir.
Et voilà, c'est la meilleure chose à faire. Thomas Voeckler, on le sait, c'est pas un coureur qui frotte énormément. Il est juste là pour fournir les derniers efforts dans les derniers kilomètres. Et dès qu'on va arriver là où tous les sprinteurs vont envoyer leur train, il va gentiment s'écarter et se relever. Un coureur de l'équipe espagnole donc en tête, mais on est vigilant évidemment du côté des partenaires, des coéquipiers de Brian Coquard. On voit Adrien Petit justement et la cloche pour le dernier tour, 3 km 9 à parcours ici sur La Roche-sur-Yon. Voilà Adrien Petit qui est là normalement pour emmener son sprinter qui à mon avis fait un travail un petit peu trop tôt, mais je pense que voilà, s'il le fait, c'est en toute intelligence. Et le dernier tour ici sur La Roche-sur-Yon, Adrien Petit, le coéquipier de Brian Coquard. Les Cofidis un petit peu moins présents là en cette fin de course sur ce dernier tour. Vous le voyez, hein, le parcours assez sinueux dans les rues de la Roche-sur-Yon. Est-ce que c'est un handicap pour Nasser Boigny, Lilian? C'est vrai qu'il faut être tout de suite placé, hein, même si on les voit quand même en 10e position. Ils sont là, ils sont pas trop loin. Et nouvelle attaque d'un coureur de la FDJ. Effectivement, un nouvel FDJ qui n'a pas spécialement de sprinter aujourd'hui, hein, puisque son sprinter Arnaud Desmar, lui, est sur une course en Belgique. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, que notamment Laurent Pichon, avec quelques courses dans l'année pour essayer de briller et n'avait plus ce rôle d'équipier, voilà, le Tour de Vendée, tout comme le Trovre-Léon, font partie de ces courses où ils ont carte blanche et les coureurs de la Française de Jeu en profitent. Oui, mais on s'est rapidement relevé, on est en train de se regarder du côté des 4 coureurs, mais on pourrait peut-être profiter de cette petite cassure. 3 km encore. Voilà, le coureur, il me semble que c'est Thibaut Ferras, le coureur de l'équipe de l'Armée de Terre. 2 coureurs de l'équipe de l'Armée de Terre justement en tête dans ce quatuor. Mais attention de ne pas griller ses cartouches, hein, à vouloir trop briller. Et s'ils se font reprendre, ils n'auront plus de coureurs pour marquer des points pour leur classement par équipe. Il y a plusieurs enjeux dans cette course, et donc c'est vrai ce qui demande un manque de fluidité dans ces derniers kilomètres. Les derniers kilomètres de la 45e édition du Tour de Vendée. 4 hommes en tête, mais vraiment une toute petite cassure pour le peloton. Mais pour l'instant, on se regarde peut-être un peu du côté du peloton. C'est une prise de risque peut-être de la part des coéquipiers de Direct Energy, même si les partenaires de Brian Coquard sont représentés parmi les 4. Il est représenté, mais on l'a vu tout de suite, il n'a pas passé le relais. Je pense qu'il a comme consigne d'emmener Brian Coquard. Donc dans les 4 qui sont à l'avant, lui ne passera pas. Et donc on l'a bien vu, hein, les 2 coureurs de l'équipe de l'armée, eux roulent pour le classement général par équipe. Le coureur de la Française des Jeux, lui, il va essayer de tirer sa carte personnelle, mais on l'a bien vu en arrière-plan, le peloton n'est qu'à une centaine de mètres. Et on le sait que l'arrivée... voilà, Olivier Legac, on s'en doutait, le coureur de la FDJ. Tulik également. Tulik, on a vu Thibaut Ferras et Pouliès qui a une petite pointe de vitesse également et qui pourrait surprendre tout le monde sur cette arrivée. Un peu plus d'1 kilomètre, les 4 hommes de tête. On va essayer de partir là du côté d'un coureur de l'Armée de Terre. C'est compliqué pour le GAC de suivre justement le duo de tête, mais on a accéléré là, 1 km 4. Le peloton va-t-il se faire piéger? On est en train de se retourner là du côté de la tête de course. Voilà, Thibaut Ferras toujours en tête, suivi par le coureur de Direct Energy qui lui ne passe pas. Et il me semble que c'est Angelo Tulik qui lui est là pour emmener son sprinter, et donc forcément naturellement le coureur de l'équipe de la Française des Jeux, Olivier Legac, lui va pas non plus prêter main forte. Le 241, le coureur de l'Armée de Terre, Thibaut Ferras. Nous sommes dans le dernier kilomètre, l'épilogue du Tour de Vendée, le dernier kilomètre de cette saison 2016 de la Coupe de France pour le peloton. Attention, le peloton va-t-il surgir dans le dernier virage? Un peloton emmené par l'équipe Cofidis, on le sait, on l'a eu l'année dernière notamment sur ce genre d'arrivée. Voilà, même avec quelques mètres d'avance, les échappés se font surprendre et reprendre. Et on le voit là, quand je vous parlais des sélectionnés, il me semble que c'est Geoffrey Soupe
qui l'emmène. Il doit y une avoir... attaque des coureurs de Cofidis. Voilà. C'est parti pour l'explication. Nasser Boigny ou Geoffrey Soupe qui emmène devant dans sa roue Christophe Laporte, le vainqueur de l'année dernière, qui lance Nasser Boigny, et on le voit Brian Coquard sur le côté droit, Boigny, Coquard ou Laporte en tête pour l'instant. Et Romain Feuillu qui est à l'extérieur. On voit bien Samuel Dumoulin. Le dernier virage, ça sera pour Nasser Boigny en tête du peloton. Romain Feuillu lancé à la poursuite de Nasser Boigny. Brian Coquard est beaucoup plus loin et comme prévu, c'est Nasser Boigny qui s'impose ici. Et Samuel Dumoulin finissant deuxième remporte, même lui il lève les bras pour la Coupe de France. En finissant deuxième, il sait pertinemment que Baptiste Plancart ne l'a pas devancé et a donc gagné le classement général. Vous avez vu comment il a levé les bras, et je pense qu'il était aussi content que Nasser Boigny, et c'est pour vous dire la tension qu'il devait y avoir au sein de cette équipe AG2R. On le sent soulagé on va le voir là à l'image. C'est vrai que c'est difficile pour Brian Coquard en troisième position. Le sprint facilement remporté par le coureur de Cofidis, Nasser Boigny. Deuxième Dumoulin, donc il remporte le général de la Coupe de France. C'était une troisième victoire. Le joli sourire au passage aussi de Nasser Boigny. Beau sprint pour le coureur de Cofidis. Il n'a pas gagné que le sprint aussi. Il a juste démontré que voilà, s'il y avait une sélection aujourd'hui, elle est justifiée. Voilà, lui qui a pris la victoire, lui qui avait été malheureux, le sprinter français malheureux l'année dernière, ici même dans les faubourgs de La Roche-sur-Yon, une chute dans le dernier tour. Heureusement pour lui, c'est son coéquipier Christophe Laporte qui l'avait emporté, et c'est bien Samuel Dumoulin qui était en deuxième position, qui regarde derrière lui et qui peut lever les bras avant même la ligne d'arrivée. Et Brian Coquard qui viendra chercher quand même une troisième place. Mais on l'a vu, hein, c'est vrai que il avait, c'est pas forcément la place qu'il était venu chercher aujourd'hui. On le sait, et sur la dernière image, on a pu voir que Nasser Boigny lui était vraiment satisfait. Il avait gagné aujourd'hui, mais avant tout, il avait démontré qu'il avait été sélectionné en équipe de France pour les championnats du monde, et qu'il avait justifié cette sélection face à un Brian Coquard qui aujourd'hui termine troisième. Oui, la cinquième place pour Baptiste Plancart, le coureur belge, le futur coureur de Katusha. À noter aussi la bonne septième place de Rudy Barbier, qui va peut-être pouvoir, mais ça sera confirmé au niveau du classement général individuel des jeunes, devancer Brian Coquard. On revoit une nouvelle fois ce sprint lancé et maîtrisé par celui qui, il faut bien le reconnaître actuellement, est le numéro 1 des sprinteurs français, Nasser Boigny. Numéro 1 actuellement, il a eu un passage difficile cet été, et en arrière-plan là, Samuel Dumoulin qui se permet le luxe même de battre Brian Coquard au sprint. Mais on l'a bien vu, hein. Je pense que Nasser Boigny, où il a gagné aujourd'hui, on l'a vu dans le dernier kilomètre. Geoffrey Soupe qui a bien emmené dans le dernier kilomètre. Après, il s'est écarté. Il a été emmené par Cyril Lemoine jusqu'aux 300 mètres. Et après, c'est le poisson pilote de Nasser Boigny, Christophe Laporte, le vainqueur de l'année dernière, qui l'a déposé à 100 mètres de la ligne. Et c'est vrai que Nasser Boigny avait juste besoin de lever les bras. Troisième victoire au général de la Coupe de France pour le Lyonnais Samuel Dumoulin, 36 ans, troisième victoire lors de la Coupe de France. Brian Coquard est quatrième, belle place également pour Romain Feuillu, et puis Baptiste Plancart, malheureux comme l'année dernière à la deuxième place. Samuel Dumoulin, il a prouvé encore qu'il fait une saison exceptionnelle et qu'il est capable encore de tenir 2 ans à ce rythme, puisqu'il a re-signé pour 2 ans avec AG2R. C'est vrai qu'en début de saison, il se demandait s'il n'allait pas arrêter à la fin de l'année, et avec la saison, il a rempilé pour 2 ans de plus. Donc, lui qui est en projet de reconversion d'ailleurs, Samuel Dumoulin, puisqu'il se lancera dans la boulangerie. Ça sera un futur boulanger. Avec son frère, il me semble. Oui, voilà, absolument. Très belle image sur la ligne d'arrivée ensoleillée de La Roche-sur-Yon, avec à nouveau ce sprint. On se régale encore de cette image avec la double victoire. Victoire pour Nasser Boigny dans la 45e édition, et la victoire en général après cette deuxième place pour Samuel Dumoulin. On va peut-être nous en profiter dès que Jean-Marc Seigné aura justement peut-être l'un des deux protagonistes vainqueurs cet après-midi, double vainqueur, soit le vainqueur de l'épreuve ou le vainqueur du général. Il y avait beaucoup d'enjeux. On peut résumer donc les enjeux. Je crois que c'est Brian Coquard qui va prendre évidemment le classement en général individuel des jeunes, et compte tenu a priori, mais ça sera confirmé compte tenu du final, peut-être une victoire par équipe pour l'armée de terre, Lilian.
C'est vrai que c'est le seul classement lequel on a quelques incertitudes. Oui, je vous interromps Lilian, puisque justement il est avec celui qui remporte pour la 3e fois la Coupe de France 2016. C'est un exploit, c'est Samuel Dumoulin. Jean-Marc Seigné, vous êtes avec celui qui a terminé 2e cet après-midi ici à La Roche-sur-Yon. Voilà Samuel, c'est une 2e place mais qui a valeur de grande victoire. Ouais, j'ai levé les bras derrière Nasser parce que ça se fait pas trop, mais c'était pour célébrer ma Coupe de France. J'avais vraiment très envie de la gagner, mais j'étais hyper stressé. En ce moment, j'ai beaucoup d'activités là avec l'ouverture de ma boulangerie et pâtisserie avec mon frère. Et voilà, c'était une semaine hyper tendue. Mais grâce à l'équipe, à la sérénité, au courage et à l'abnégation de tous les coéquipiers, du staff, de Goubi. Et voilà, ça vient vraiment parachever une saison assez inédite et étonnante et exceptionnelle pour moi. Ouais, je suis vraiment très heureux et très fier de remporter cette Coupe de France pour AG2R La Mondiale. Et je suis vraiment très fier de toute l'équipe qui tout au long des manches m'a soutenu, de tout le staff. Vraiment tout le monde a été derrière moi. Remporter une 3e fois comme ça, c'est incroyable. Ouais Samuel, parce que tu le notes, tu as conscience de marquer l'histoire de la Coupe de France en termes de nombre de victoires, mais aussi en termes de points de l'année. Ouais, ça j'y avais pas pensé. Si je suis assez lucide, ça doit faire 348. Mais bon, vraiment je savais que j'avais une opportunité unique de la remporter une 3e fois. Après je vais continuer, mais je sais jamais si ça va aussi bien se passer. Je voulais pas rater le coche. Voilà, Baptiste Plancart, vraiment un adversaire très coriace, leader de l'UCI Europe Tour. Et bon, on s'est marqué, ça a été un peu d'intox. Et dans le final, je suis vraiment resté sur ma stratégie que je pensais qui était la meilleure, je me répète, mais c'était de prendre la roue à Nasser. Et c'était lui le plus rapide, il a vraiment bien géré son sprint avec ses équipiers. Et moi, j'étais vraiment pas mal parce que je suis resté dans son sillage. Et voilà, bon, je pouvais pas le battre naturellement, mais en plus, 2e du Tour de Vendée, c'est un beau résultat. Merci Samuel, encore bravo. Merci. Oui, bravo à Samuel Dumoulin. Il est lucide, hein, le Lyonnais, puisque effectivement il totalise 348 points à l'issue de cette Coupe de France 2016. C'est une très belle victoire, 3e succès au général pour le Lyonnais. Et on découvre à l'instant, Lilian, le classement général par équipe. Et avec une petite surprise, c'est pour 2 points la victoire de HP BTP Aubert 93 devant l'Armée de Terre. Déception, hein, pour l'Armée de Terre. C'est vrai qu'ils payent un peu les efforts fournis dans le dernier tour où ils ont essayé de sortir, et malheureusement les 2 coureurs qui sont sortis n'ont pas pu marquer de points. Et voilà, c'est faute de jeunesse, mais voilà, on a vu l'équipe donc c'est l'équipe AP BTP Aubert 93 qui gagne, les coureurs qu'on n'a pas spécialement vus sur la course, mais qui ont dû tirer leur épingle du jeu dans le dernier sprint. Et on a vu donc cet après-midi sur La Roche-sur-Yon la bonne forme de Nasser Boigny, vainqueur ici donc de cette 45e édition. Lui qui s'était déjà imposé, vous le voyez à l'image, le sprinter français, c'était en 2013. Mindo Fonseca s'était imposé en 2014 ici à La Roche-sur-Yon, et c'est son coéquipier Christophe Laporte l'année dernière qui s'est imposé. Petite déception sur le visage de Brian Cocard, on le voit à son expression au moment du passage sur la ligne. Je pense qu'il y a une double désillusion. Il y a le fait de ne pas avoir gagné, le fait aussi de voir Nasser Boigny qui gagne. Quelque part, ça le ramène à la raison. Et puis, n'oublions pas que Brian Cocard court sous le maillot de Direct Energy, qui est sur ses terres. Et encore une fois, c'est pas cette année que l'équipe de Jean-René Bernaudot remportera une victoire à domicile. Voilà, il y a eu du suspense, on l'attendait, la victoire donc de Nasser Boigny ici à La Roche-sur-Yon, vainqueur de la 45e édition du Tour de Vendée. Le général donc pour Samuel Dumoulin, ça a été une très belle épreuve, la dernière manche de la Coupe de France. Ça repartira évidemment pour une nouvelle année 2017 dès le printemps prochain. Merci de nous avoir suivis. Remerciements également à Anthony Forestier et toute son équipe technique, et à très bientôt pour du cyclisme sur France 3. Merci.
Dans chaque bonbon Ricola, il y a une recette magique à base de 13 plantes. Kruiterkraft. Mais que fait-elle? Savourez Kruiterkraft. À chaque envie, sa saveur.